Chers amis, chers étudiants, chers spinozistes, bonsoir. Merci de votre présence. Donc, notre séminaire Spinoza Paris 8 a aujourd'hui donc le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir Frédéric Lordon et Sandra Lucbert pour traiter donc le sujet, enfin le titre qu'ils ont proposé pour l'exposé, c'est d'une théorie psychanalytique spinoziste, à l'occasion donc de la parution toute récente de leur ouvrage Pulsion aux éditions de la Découverte, donc de 2025, si je ne me trompe pas, hein, un ouvrage tout à fait considérable, plus de 550 pages environ, 596, presque 600 pages. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Charles, pour cette introduction. Et si tu me permets, je voudrais y ajouter quelque chose que toi, tu ne pouvais pas dire, parce que pour présenter un petit peu plus Sandra, qui déboule dans le champ des études spinozistes comme un aérolite, hein, qui n'est pas encore bien connu des services, et pour dire que, bon, Sandra est autrice de littérature, ça n'est pas tout à fait un hasard si nous nous sommes rencontrés et que nous nous sommes lancés dans cet énorme travail. Je vais prendre tes livres dans l'ordre inverse, d'une certaine manière. Sandra fait des livres, c'est un peu difficile à faire entendre tel quel, elle le ferait mieux que moi d'une certaine manière. Elle fait des livres de littérature où le point de vue structuraliste n'est pas absent. Donc il y a une adaptation proprement littéraire d'une vision du monde où la question des structures et de ce qui détermine les comportements humains est très présente. Tu as fait un livre sur le procès France Télécom qui s'appelle « Personne ne sort des fusils », qui parle du capitalisme financiarisé. Tu as fait un autre livre juste après qui s'appelle « Le ministère des comptes publics », qui parle toujours de la finance, mais cette fois-ci du côté des dettes publiques. Puis tu as fait, c'était quand, en 2023, il me semble, 2024, je ne me souviens plus, un petit livre qui s'appelle « Défaire voir » avec des dispositifs littéraires, mais précédé d'une préface qui explique qu'est-ce que c'est ton point de vue assez singulier dans le champ littéraire, autour de la question de ce que peut être une littérature politique qui ne sacrifierait aucun de ces deux termes. Mais si tu permets, je voudrais terminer par le livre que Charles a cité, qui est antérieur à cette série de 3 livres, qui s'appelle La Toile, qui est un roman, pour le coup, forme littéraire avec laquelle tu as rompu, mais qui compte particulièrement parce que c'est un roman dans lequel la psychanalyse est très très présente. Il y a un point de vue psychanalytique dans ce roman sur la question de ce que tu appelles le capitalisme numérique massifié, c'est-à-dire ce qui se passe dans les réseaux sociaux, qui en effet est une espèce d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, enfin bon. Et c'est à partir de là que nous nous sommes rencontrés et que notre conversation a démarré. Sandra apportant le point de vue, alors on peut pas raconter comment le projet du livre s'est formé hein, à l'origine, mais c'était une discussion un tout petit peu controversée tout de même entre mon point de vue spinoziste assez droit dans ses bottes et l'apport psychanalytique de Sandra qui d'emblée proposait des adaptations, des hybridations, des modifications. Bon, vous avez maintenant une idée de comment les choses ont tourné, quoi. J'ai plié, hein, voilà. Et il en est résulté, 6 ou 7 ans plus tard, je n'arrive plus à compter, le livre dont il est question aujourd'hui, alors qui effectivement fait quasiment 600 pages, donc à chaque fois ça nous apparaît comme une gageure et en même temps comme un crève-cœur de faire une présentation en un peu plus d'1 heure, etc. Parce que vous imaginez bien que cette présentation ne peut absolument pas donner une image représentative de la totalité du livre. Donc on sélectionne en fonction des gens à qui on parle et de la manière que nous jugeons la plus appropriée pour les ferrer, pour les attraper dans ce qui les intéresse. Ici, il y a un public spinoziste, ça, on s'est dit qu'on savait à peu près comment partir à la chasse. Et donc, voilà ce que nous allons vous présenter et qui commence de la manière suivante. Si nous imaginons que quelqu'un jouit d'une certaine chose qu'un seul peut posséder, nous nous efforcerons de faire qu'il ne la possède pas. Alors, nous sommes dans un séminaire Spinoza
Donc vous avez sans doute reconnu la proposition 32 de la partie 3 de l'éthique et son affect caractéristique, l'envie, on étendrait assez facilement à la jalousie. C'est une proposition dont pour une fois l'énoncé est assez simple, dans laquelle nous entrons aisément. Du reste, nous reconnaissons sans peine l'affect en question, pour avoir eu probablement les uns et les autres quelques occasions d'éprouver dans nos existences. Par cette lecture, en quelque sorte, immédiate de la théorie spinoziste des passions, j'entends par immédiate au ras de l'énoncé lui-même, nous avons accès à ce que nous pourrions appeler la forme ordinaire de la jalousie. On aurait tort d'imaginer avoir par là le fin mot de la jalousie, même si ce noyau y sera toujours présent. Il existe en effet des formes autres, qualitativement autres de la jalousie, qui ne se satisfont pas d'éthique 332 seule. Celle, par exemple, dont parle Deleuze dans La Prisonnière, Proust dans La Prisonnière, et à propos de laquelle Deleuze, précisément, a cette intuition fulgurante quand il dit « On n'est pas jaloux parce qu'on est amoureux, on tombe amoureux pour pouvoir être jaloux ». Formidable renversement copernicien qui, à lui seul, indique l'insuffisance de la lecture immédiate par éthique 332 et appelle un supplément. Un spinoziste répondrait à bon droit que le supplément est tout trouvé. Il est dans la proposition 6 de la partie 4. C'est le supplément de l'affect tenace. À bon droit, mais sans être complètement convaincant, car ce ne serait là qu'une demi-réponse, puisque la question demeure. Pourquoi l'affect tenace est-il tenace ? Invoquer l'affect tenace n'offre à la limite qu'une solution verbale, en tout cas tant qu'on n'a pas expliqué, tant qu'on n'a pas éclairé les causes de la ténacité de l'affect. D'une certaine manière, nous pourrions dire que telle est la question de tout notre livre. Pourquoi les affects tenaces sont-ils tenaces ? Où aller chercher la ténacité de l'affect tenace ? Dans la pulsionnalité, telle est notre réponse. Il manque à la lecture habituelle de la théorie spinoziste des passions de quoi saisir la violence spécifique de certains emparements passionnels. Et ce qu'il y a d'intensité spécifique dans ces emparements passionnels, c'est précisément qu'ils sont pulsionnels. Les humains ne luttent pas seulement pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, ils le font avec acharnement. Nous disons qu'on ne peut pas faire une théorie satisfaisante des passions sans faire la théorie de cet acharnement. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir une théorie complète des passions sans qu'elle ait le caractère d'une théorie des pulsions. Voici notre thèse. Où s'origine le noyau pulsionnel de toute théorie des passions, et partant la ténacité des affects tenaces? Dans l'affection princeps, celle, pourtant énorme, à laquelle le spinozisme a prêté si peu attention, l'affection de la naissance. Évidence tellement évidente qu'il n'y aurait même plus à en parler. Nous sommes nés. Ça n'a pourtant pas été un petit événement dans nos vies. La naissance n'est nullement un commencement radical, c'est une transition, une discontinuité entre deux régimes de vie. En mathématiques, on dirait une singularité et même une catastrophe. Il est bien possible d'ailleurs, nous allons le voir, qu'ici le sens commun et le sens mathématique se rejoignent. En tout cas, c'est une affection qu'on peut dire originaire, non pas au sens d'un commencement absolu, mais indiscutablement du début d'un nouveau régime de vie, et pour toute la vie. Comme toute affection, l'affection originaire de la naissance donne lieu à son affect, et son affect à son mouvement réactionnel du conatus, à ses traçages corporels enfin. Voici alors la première thèse d'une psychanalyse spinoziste. La naissance est une singularité expérientielle, d'une violence et d'une intensité telle que de ce noyau originaire, affection, affect, mouvement conatif, traçage, le corps-esprit du mode humain va recevoir une information indélébile qui va orienter toute la suite de son existence dans la durée. En une illustration d'ailleurs exemplaire de cette propriété que la physique et les mathématiques appellent la non-ergodicité, à savoir que les tout premiers coups revêtent une importance déterminante dans l'orientation subséquente d'un processus stochastique séquentiel, les étapes ultérieures ne faisant que confirmer et approfondir la direction prise par les étapes antérieures, et notamment les toutes premières. La non-ergodicité est donc une propriété productrice d'irréversibilité. Mais en quoi consiste cette affection originaire? Tout est là. Nous avons dit qu'elle était la transition entre deux régimes de vie. Le régime anténatal, fait de continuité de l'enveloppement et du nourrissage, et d'une parfaite homéostasie, qui garantit la persévérance au point de la faire oublier comme problème.
Et puis le régime postnatal fait, lui, d'extrême précarité de l'existence, d'extrême dénuement, par conséquent d'extrême dépendance, là où le régime hanté ignorait jusqu'à l'idée d'un extérieur. Freud dit « Hilflosigkeit » à propos de ses premiers temps de la vie. Hilflosigkeit qu'on peut traduire par désaide ou encore détresse. On imaginerait difficilement discontinuité plus radicale et surtout plus caractéristique, puisque c'est pour ainsi dire une discontinuité qui fait découvrir la discontinuité. L'affection natale est la discontinuité de rang supérieur, discontinuité entre deux régimes, qui abolit l'expérience de la continuité dans le premier régime pour faire découvrir la discontinuité comme caractéristique centrale dans le second. Là, en effet, où le nourrissage et l'enveloppement étaient continus, la vie aérienne les rend discontinus, intermittents, donc parfois absents. C'est ici que se noue le grand débat entre spinozisme et psychanalyse, car on connaît le cri de guerre de Deleuze-Guattarien, le désir ne manque de rien. Cri de guerre évidemment dirigé contre la psychanalyse, qui pose, elle, la perte et le manque au cœur même de l'existence humaine. Le fait est qu'on se demande comment l'affection originaire de la naissance pourrait ne pas être éprouvée par le mode comme une gigantesque perte. Évidemment, elle l'est. Et nous pouvons nommer son affect caractéristique, d'après le Scoli de la proposition 36 de la partie 3. Cette tristesse, en tant qu'elle concerne l'absence de ce que nous aimons, s'appelle regret, desiderium. Et c'est vrai que nous l'avons aimé, cette parfaite continuité de la persévérance garantie, et que nous la regrettons, parce qu'elle nous manque. Sommes-nous ici d'emblée en contravention avec le cœur de la philosophie spinoziste de l'immanence, pour laquelle, par réalité et par perfection, il faut entendre la même chose? Évidemment non. Il est parfaitement clair que, d'un point de vue ontologique, l'affection de la naissance ne saurait être qualifiée de perte. Conformément aux indications de la lettre 21 à Blagenberg, elle n'est qu'une manière de penser que nous formons lorsque nous comparons les choses entre elles. Paraphrasons la suite de la lettre. Quand on considère le décret de Dieu, sa nature, nous ne pouvons pas plus affirmer du nouveau-né que d'une pierre qu'il a été privé de la continuité, parce que la continuité à ce moment-là n'est pas moins contradictoire avec ce petit mode qu'elle ne l'est avec une pierre, puisqu'à ce mode n'appartient rien de plus et qu'il n'est rien que ce que lui a attribué l'intellect et volonté de Dieu. Que le mode nouveau-né ait été parfaitement déterminé à ce que la continuité ne lui appartienne plus, n'ôte cependant rien au fait qu'il est tout autant déterminé à en éprouver l'affect du desiderium et les idées qui l'accompagnent. Idées inadéquates, ça va sans dire, mais idées quand même, et tout aussi nécessaires. Alors on fera remarquer à bon droit que la psychanalyse s'établit ab initio dans la connaissance du premier genre. Mais pour autant, elle enregistre une formation imaginaire, donc réelle, que le spinozisme a spécialement négligée. Et au passage, on pressent tout ce qui va se mettre de travers entre Spinoza et Lacan dans l'usage des catégories de l'imaginaire et du réel. En tout cas, la psychanalyse, si elle s'installe d'emblée dans les idées adéquates, n'en saisit pas moins un affect réel, et même un affect de première grandeur, un affect princeps, dont le pouvoir non ergodique s'annonce écrasant. Le petit mode forme l'idée d'avoir perdu une félicité, il en a le regret, bref, elle lui manque. Elle lui manque qui plus est d'un manque qui se lie aussitôt aux plus hauts enjeux de sa persévérance, puisqu'au sortir de la condition homéostatique, c'est tout simplement la mort qui rôde, tant le petit mode est dépourvu du premier moyen de pourvoir par lui-même à son maintien dans l'existence. Nous ne parlons donc pas ici d'un manque ordinaire, mais du manque majuscule, en tant qu'il s'est lié à la perspective de la mort. Le traçage qui en résulte est tellement profond que ce desiderium princeps sera l'arrière-plan de tous les desideria ultérieurs. Aussi, chaque réexpérience du manque fera-t-elle à quelque degré vibrer à nouveau l'écho du manque originaire. En tout cas, c'est depuis le spinozisme qu'on résout le conflit du spinozisme et de la psychanalyse. Non, la naissance n'est pas ontologiquement au principe d'aucune privation, merci le spinozisme, mais oui, la naissance est nécessairement vécue dans l'affect du desiderium princeps, merci la psychanalyse. À compter de quoi, le manque est planté au cœur de l'existence humaine. Plantation imaginaire, inadéquate, c'est entendu, mais pas moins réelle. On peut bien répéter que le désir ne manque de rien,
À s'en tenir à ce seul énoncé, on loupe à peu près tout ce qui va informer l'existence humaine. Affect triste en proportion de l'affection qu'il a causée, le desiderium princeps cause à son tour le mouvement réactionnel du conatus de lutter contre la tristesse pour retrouver le ce qui a été perdu au travers de la singularité discontinuité de la naissance. Commencement des problèmes car ce ce est tellement indéfini qu'il est à la limite de pouvoir être appelé un objet. Nous dirons donc objet zéro. L'objet zéro est la chose originellement perdue qui vectorise le premier effort postnatal du conatus, mais dans une direction par construction aussi indéfinie que la chose perdue, et cependant avec une intensité, une opiniâtreté invincible, car la précarité extrême qui environne le petit mode à la naissance donne nécessairement à la différence de l'avant et de l'après la valence de la différence de la vie et de la mort. L'effort, pour revenir sur le desiderium princeps, laisse par conséquent une trace indélébile, proportionnelle aux enjeux qui s'y sont attachés, une trace dans le corps-esprit pour toute la vie. Ce mouvement réactionnel ne désarmera jamais jusqu'au terme de la vie, au point de se confondre avec l'effort de la vie même. Eh bien, c'est cet effort en vue de l'objet zéro que nous appelons la pulsion. Et voilà comment spinozisme et psychanalyse viennent se compléter mutuellement. La lecture habituelle du spinozisme passait directement du conatus au désir via la définition 1 des affects, c'est-à-dire via une quelconque affection de l'essence qui venait la déterminer à faire quelque chose. En d'autres termes, qui venait déterminer l'élan générique du conatus comme mouvement concret, comme poursuite spécifique d'un objet spécifique, soit un désir. Pour prêter attention à l'affection princeps de la naissance et au desiderium qui s'ensuit, la psychanalyse vient insérer un tiers terme entre conatus et désir, la pulsion, précisément. Moins générique que le conatus, mais moins spécifié qu'un désir, puisque si la pulsion peut dire qu'elle est poursuite de l'objet zéro, elle ne peut pas dire cependant en quoi il consiste. Il faudra donc de nouvelles déterminations pour passer de la pulsion au désir, nous dirons lesquelles. En tout cas, aussi bien la poursuite indéfinie de la pulsion que les poursuites définies des désirs qui suivront portent la marque du manque, tout inadéquate qu'en soit l'idée. C'est là l'effet du renversement téléologique, imaginaire lui aussi, propre au désir humain, désir qui, quoique poussé de derrière par le processus de la détermination causale, s'imagine tiré de devant une fois qu'il a expérimenté un objet, qu'il l'a trouvé bon et qu'il le reveut. Symétriquement, le spinozisme vient résoudre bon nombre des apories qui environnaient la pulsion freudienne et qui sont restées en l'état après Freud. Premièrement, la pulsion ici n'est pas postulée, puisque c'est d'un geste inaugurateur souverain que Freud posait la pulsion. La pulsion n'est pas postulée, elle est dérivée. Elle est bien cette force animatrice fondamentale que Freud avait en tête, mais dérivée du conatus par l'affection princeps de la naissance, lui-même dérivé de la substance par le rapport d'expression modale. Deuxièmement, Freud ne se contentait pas de postuler la pulsion dans son existence, il en postulait également l'essence sexuelle. Rien de tel ici. Il n'y a rien d'essentiellement sexuel dans l'effort pour retrouver l'objet zéro qui constitue la pulsion. Non sexuelle, la pulsion n'en est pas moins sexualisable, mais dans un deuxième temps seulement, si ce deuxième temps viendra très vite. Là encore, le cas échéant, nous dirons comment. Troisièmement, il suit de son processus d'engendrement que la pulsion est au singulier. Il y a la pulsion, et non les pulsions, puisque le terme freudien originel va être emporté dans un flot de démultiplication, la plupart du temps ad hoc, pulsion sexuelle, pulsion d'autoconservation, pulsion du moi, pulsion de vie, pulsion de mort, etc. Non pas donc les pulsions, la pulsion. Et de cette unique pulsion, tous les autres termes seront dérivés. Quatrièmement, de tous ces termes pulsionnels ad hoc, s'il y en a bien un à congédier, c'est peut-être le plus fameux, la pulsion de mort. Cadre spinoziste oblige, il n'y aura aucune place pour le négatif, sinon sous ses guises imaginaires. Enfin, cinquièmement, la question du corps et de l'esprit. Freud hésite, cherche un fondement à la pulsion, et le cherche dans quelque chose comme une énergie de la vie, donc d'abord dans le corps, les cellules, etc.
puis ne trouvant pas, se ravise et se dit que la pulsion est l'affaire de la psyché, mais voit tout de même les prises à partie du corps dans la vie psychique. La pulsion sera donc synthétiquement déclarée à cheval sur le corps et l'esprit, mais on ne saura pas comment. L'égalité spinoziste du corps et de l'esprit, évidemment, tranche d'un coup tous ces faux problèmes. Elle aura aussi pour effet de liquider la thèse dite de la conversion hystérique, qui sous-entend que la pulsion interdite d'écoulement proprement psychique finirait par passer et comme par déborder dans le corps. L'énergie psychique se convertirait ainsi en force causale corporelle, thèse évidemment absurde d'un point de vue spinoziste. Il y a cependant deux caractères que la pulsion spinoziste et la pulsion freudienne ont en commun. D'abord d'être des forces irrédentes, dont l'élan ne cessera qu'avec la vie. Ensuite de se présenter comme des énergies libres, susceptibles de venir se lier à littéralement n'importe quoi, d'investir n'importe quoi. Précisément, toute la question est maintenant celle-ci. À quoi l'énergie libre de la pulsion va-t-elle venir se lier? Comment va-t-elle se trouver déterminée en désir et même en manière de désirer? En somme, comment la pulsion va-t-elle se configurer? Nous empruntons la première partie de la réponse à Laurent Bove. La pulsion se configure en une stratégie, la stratégie du conatus, mais vectorisée en direction de l'objet zéro, c'est-à-dire devenue stratégie pulsionnelle. Rappelons que la stratégie du conatus n'est en rien le calcul d'un sujet souverain. Elle n'est pas élaboration consciente d'une solution à un problème posé. Elle est réaction du corps à ce qui l'affecte. Réaction ajustement, avec à l'horizon l'accroissement de la puissance d'agir. Ce qui ne garantit nullement que les mouvements stratégiques seront à l'avantage du mode. La stratégie conative est déterminée par la situation effectivement rencontrée et les moyens dont dispose le mode pour l'accommoder. En l'occurrence, quelle est la situation du petit mode? Il est jeté dans la discontinuité et la détresse. Quels sont ses moyens? Pour l'heure, il n'en a presque aucun, sinon son imagination. On va le voir, ceci décide d'une manière humaine de stratégiser, une manière singulière, aux résultats parfois souvent étonnants, qui font justement l'objet de la psychanalyse. Pour dégager cette manière, il faut saisir le comment de la stratégie pulsionnelle. Nous avons donc choisi d'en passer par une genèse immanente. Or, déplier les ajustements réactionnels du mode en fonction des rencontres qu'il fait, c'est affaire de récits. De récits conceptuels, ça va sans dire, mais de récits tout de même. Contrainte prise à la lettre, nous avons raconté, en 5 temps, la stratégisation pulsionnelle d'un mode humain saisi à la naissance. Ce mode humain, dont nous avons fait notre personnage conceptuel, il fallait lui trouver un nom. En bonne logique spinoziste, nous l'avons appelé modus. Modus est le protagoniste de la psychogenèse qui est au cœur du livre, où l'on raconte comment Modus et sa pulsion, selon ce qui leur advient, vont prendre des dispositions fondamentales qui donnent l'orientation décisive de toutes les constructions ultérieures, ce qu'en psychanalyse on nomme la structure psychique des individus. Les premières rencontres sont en effet décisives. Pour être plus exact, en fait pour être géométrique, la première rencontre est décisive, car en ces commencements, il s'agit bien d'une rencontre, une seule, mais répétée, mais cardinale. Cette rencontre qui porte une majuscule et selon laquelle Modus stratégise, c'est la rencontre avec l'autre, ou autre, s'écrite avec une capitale. L'autre est capital parce que l'enjeu de son intervention est capital. Il assure la survie. Concrètement, l'autre désigne là où les personnes préposées aux soins vitaux de Modus, là où les personnes qui sont postées près du berceau pour lui fournir l'appoint de puissance matérielle, imaginaire, affective, sans lequel, à cette heure, il ne peut persévérer. Nous disons « autre » sans préjuger de la composition de cette instance. L'autre peut être composé d'une seule personne, de plusieurs. Celles-ci peuvent être d'assignations de genre identiques, différentes, ne pas reconnaître l'assignation de genre, peu importe. Ce qui compte, c'est le rapport entre Modus et l'autre. Est-ce que l'autre assure un soutien adéquat à Modus, eu égard à l'état de ce dernier? Autrement dit, quel est le degré de convenance de cette relation pour Modus? En tous les cas, l'autre est la seule carte dont il dispose. Dans l'état de prématuration, de dénuement où Modus débarque, sa persévérance passe par l'autre qui le relève et du péril réel et de la catastrophe imaginaire. De là que se noue avec celui-ci un lien particulier,
un lien déterminant. L'autre est celui qui tire Modus du désastre, qui le fait renouer, fût-ce de manière intermittente, avec la félicité de l'enveloppement et du nourrissage. C'est pourquoi l'autre va tenir lieu d'objet zéro à Modus. Celui-ci n'avait pas la moindre idée de ce qu'était cette expérience perdue qu'il recherchait frénétiquement, qui vectorisait sa poussée pulsionnelle. Il s'en forme une de substitution en la personne de l'autre. Ainsi, l'autre inaugure-t-il l'opération de vicariance, cette opération de fortune qui va soutenir toutes les quêtes définies, montées à partir de l'indéfini de la pulsion. C'est donc à l'autre que se lie d'abord la pulsion, à l'autre, premier lieutenant de l'objet zéro. Nous demandions comment elle se configurait. Elle se configure dans la relation à l'autre, d'après les caractéristiques de cette relation qui vont devenir les coordonnées fondamentales de la stratégisation pulsionnelle. La joie offerte à Modus par le premier autre est en effet sans équivalent. Cette joie, sinon de retrouvailles à proprement parler, puisqu'elles sont un impossible, du moins d'un retour vers lui, mérite son appellation propre. Cette joie, capitale elle aussi, ce sera la jouissance. La jouissance se définit donc très généralement par toute situation qui fait revenir en direction de l'objet zéro. Cependant, l'autre étant celui par qui d'abord cette expérience est faite, il lui donne ses premières coordonnées définies, là où l'objet zéro était indéfini. Et ces coordonnées premières sont au principe de marquage si profond qu'elles en deviennent des coordonnées matricielles. Comprendre que le premier jouir donne le patron de tous les jouirs suivants. Dans la particularité de la relation à l'autre et dans l'intensité des enjeux de ces premiers temps, se structure un régime de jouissance, c'est-à-dire se prennent les orientations fondamentales de toute jouissance ultérieure. Tout l'effort pulsionnel du mode, qui par construction va à revenir sur le desiderium princeps, est désormais organisé dans les agencements portatifs du régime de jouissance et dans les maniérages que Modus en a conçus. En toutes ces situations où Modus s'efforce vers l'objet zéro, la jouissance se repère à ses intensités incoercibles, à ses emportements irrésistibles. Freud dit à ses compulsions, pas franchement enthousiasmantes pour qui les observe de l'extérieur, une fois Modus grandi et absenté la scène inductrice de ses dispositions. Par exemple, une amie assiste à une conférence de philosophie. Tout d'abord, elle exulte. Elle a décroché une place, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu entrer. Très vite, pourtant, elle déchante. Son voisin s'enfile frénétiquement des chewing-gums. À peine a-t-il engagé la mastication bruyante d'un chewing-gum qu'il se plonge les doigts dans la bouche, l'en extrait, l'enfonce dans son bonnet, rouvre le paquet, recommence. L'opération se répète, la conférence est longue. Second aperçu, cet homme qui stocke les produits ménagers en 4 exemplaires. 4 Ajax, 4 Monsieur Propre, 4 Canard WC parce que, dit-il, 4 est un chiffre équilibré et d'ajouter parce que l'essentiel, c'est de ne jamais être pris au dépourvu. Ou enfin, cette personne qui tombe exclusivement amoureuse de partenaires qui n'ont pas de place pour elle. Un travail trop prenant, une vie maritale, les déclinaisons sont légion, le principe est immuable, comme sa souffrance, comme son désir. Ces scènes appellent 2 questions. La première est posée par Freud, dans Introduction à la psychanalyse. Après avoir décrit des manèges de névrosés, Freud demande « Par quel motif et par quelle voie peut-on adopter un comportement aussi désavantageux à l'égard de la vie ?» La seconde question est posée par Spinoza dans l'introduction au traité théologico-politique. Pourquoi les humains luttent-ils pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut? À ces 2 questions, une même réponse. Parce que le système de traces, laissé en nous par notre relation au premier autre, cet agencement de survie que nous avons par surcroît adopté dans la jouissance, ce système de traces est resté indélébile. Nous sommes livrés à des répétitions, souvent pénibles, mais irrésistibles. Freud ne dit pas seulement compulsion, mais compulsion de répétition, dont le sens général pourrait se résumer ainsi: on répète inlassablement les mêmes choses éprouvantes en y trouvant des intensités extraordinaires. La jouissance, cette joie paradoxale, joie des profondeurs qui vient doubler de grandes souffrances immédiates. Le jaloux proustien vit 1000 morts et cependant il jouit. C'est cela qu'Éthique 3.32 seul, qu'Éthique 3.32 seul n'avait pas accès. On l'a dit, la stratégie du conatus n'a rien d'une optimisation consciente. Elle est ajustement du corps-esprit aux situations rencontrées. Et ici, elle est dopée à l'affect de jouissance qui la guide.
Pour Modus, la situation c'est ou bien l'autre jouissance, ou bien la détresse et la mort. Mais une fois Modus grandi, une fois tout ceci enseveli dans l'inconscient, la scène matricielle effacée, que reste-t-il de la logique de persévérance? Une ritournelle de comportement où l'embarrassant ne se sépare jamais de l'empressement, des agencements, corps-esprit, pour le meilleur et pour le pire. Si l'on veut rendre raison d'arrangements tels que ces aperçus donnés à l'instant, il faut déplier les mécanismes selon lesquels Modus stratégise. Un régime de jouissance, avons-nous dit, ce sont des dispositions corps-esprit selon l'autre. Mais qu'y a-t-il dans ce selon? Il y a la fièvre de garder l'autre auprès de soi puisqu'il est l'amour capital. Conformément au scoli de la proposition 13 de la troisième partie, Modus, qui aime, s'efforce nécessairement d'avoir en sa présence la chose qu'il aime et de l'y conserver, et d'un effort proportionnel à l'intensité toute particulière de cet amour. Retenir l'autre, c'est-à-dire œuvrer à lui faire mouvement vers soi, s'escrimer à faire naître en lui le désir de ce mouvement vers soi, ou plus synthétiquement, pour maintenir l'autre auprès de soi, se maintenir dans son désir à lui. Voilà ce que Modus arrête au fil d'un processus qui lui fait découvrir, car rien n'est nativement installé, l'altérité de l'autre, c'est-à-dire sa singularité désirante. D'où émerge aussitôt le problème des voies pour s'y insérer, venir y prendre une place, aussi grande que possible, et la garder. Comme tous les modes humains, l'autre marche mieux aux affects joyeux. Si Modus veut pousser l'autre à l'aimer, il doit donc se faire cause de joie pour lui. Voici la nouvelle feuille de route de Modus stratège. Désormais, en termes spinozistes, il s'efforcera de faire tout ce qu'il imagine que l'autre considère avec joie, et au contraire, aura de l'aversion à faire ce qu'il imagine que l'autre a en aversion. La boussole conative de Modus se trouve peu à peu réglée par l'effort pour réjouir l'autre. Il enregistre les affects de l'autre et selon leurs variations, il se dispose, corps-esprit. Éthique 3.29 et éthique 3.30, deux propositions lacaniennes avant l'heure, qui disent la centralité de l'autre dans la vie passionnelle des humains, et dont les scolies nomment les affects caractéristiques qui sont au cœur du régime de jouissance. Les deux affects que Modus guette comme effet de ses entreprises dans le regard de l'autre seront la louange et le blâme. Les deux affects qu'il éprouvera en conséquence, respectivement, la gloire et la honte, joie ou tristesse qui suivent de s'imaginer loué ou blâmé et d'en avoir été soi-même la cause. Tous les mouvements stratégiques, réactionnels de Modus dans la configuration de son régime de jouissance répondent au guidage des affects de l'autre tels que Modus croit les percevoir et les interprète dans la fébrilité de ses enjeux de persévérance les plus hauts. Modus croit-il que l'autre lui manifeste de la désapprobation ou même seulement du désintérêt, se blâme la triste, et comme la cause intérieure de sa tristesse c'est lui-même, la honte s'abat sur lui. Cette diminution en l'état de fragilité où est Modus est par soi un danger pour sa persévérance. Mais ce danger prend le tour d'un possible désastre. L'autre rendu centrifuge, c'est-à-dire la perspective de l'abandon, de la perte du premier lieutenant, du rééloignement de l'objet zéro, retour massif de Desiderium Princeps, et mise en péril catastrophique de sa persévérance. En un mot, blâme et honte venus de l'autre ne sont pas pour Modus des affects soutenables. Être considéré par l'autre avec faveur, être en gloire de l'avoir réjoui, lui est un impératif stratégique. Modus croit-il en effet voir dans l'autre de la joie, dont il a lieu de s'imaginer cause, faire un borborigme un peu moins inarticulé où l'autre se plaira à entendre papa ou maman, se mettre à marcher et constater les ravissements qui s'ensuivent. Voilà de la louange et voilà de la gloire, qui disent toutes deux Modus confirmés dans le désir de l'autre retenu, c'est-à-dire le renforcement vital du petit mode. La condition particulière du mode humain, dont l'autre est un tout ou rien, installe cette façon médiatisée de gagner consistance, médiatisée par le regard approbateur de l'autre. Cette manière humaine de consister se retrouve plus tard, et la littérature du XVIIe siècle, si attentive à la grammaire passionnelle, en a maintes fois dégagé le principe. Ainsi, Modus grandit aussi bien, ce sera Titus, chez Racine, parlant à Paulin des prouesses auxquelles il s'est porté pour se couvrir de gloire aux yeux de Bérénice. Je passe en alexandrin. Tu ne l'ignores pas. Toujours la renommée avec le même éclat n'a pas semé mon nom. Ma jeunesse, nourrie à la cour de Néron, s'égarait, cher Paulin, par l'exemple abusé, et suivait du plaisir la pente trop aisée. Bérénice me plut. Que ne fait point un cœur pour plaire à ce qu'il aime et gagner son vainqueur?
Je prodiguais mon sang, tout fit place à mes armes, je revins triomphant, mais le sang et les larmes ne me suffisaient pas pour mériter ses vœux. J'entrepris le bonheur de 1000 malheureux, on vit de toutes parts mes bontés se répandre, heureux et plus heureux encore que tu ne peux comprendre, quand je pouvais paraître à ses yeux satisfaits, chargé de 1000 cœurs conquis par mes bienfaits. Spinoza, dans le Scoli de la 4e partie, dans le Scoli de 52 de la 4e partie, commente à sa manière, qui n'est pas celle de Racine. La satisfaction se trouve de plus en plus alimentée par les louanges et au contraire de plus en plus perturbée par le blâme. Voilà pourquoi la gloire au plus haut point nous mène, et voilà pourquoi nous pouvons à peine endurer une vie d'opprobre. Les choses cependant ne sont pas toujours aussi simples, les initiatives pas toujours aussi heureuses et les guidages pas toujours aussi clairs. Entre Modus et la joie de l'autre, dont il pourrait être la cause, il existe une autre médiation, la médiation de l'imagination. Modus cherche à faire tout ce qu'il imagine que l'autre considère avec joie. Sa stratégisation est en fait médiée par le regard de l'autre en tant qu'il est médié par l'imagination que Modus s'en fait. Or l'autre, comme son nom l'indique, est une altérité, c'est-à-dire qu'il dispose de visée propre. Étymologiquement dit, il est une idiotélie. L'autre a son système de désir qui n'est pas parfaitement superposable à celui de Modus s'il existe des intersections. Ce sont ces intersections possibles qui vont devenir la direction stratégique de Modus. Puisque l'autre a des désirs, il faut deviner lesquels pour essayer de s'y porter, de s'y insérer, de les faire jouer à son avantage. La stratégie pulsionnelle prend alors le tour d'une prestation de service amoureux. Pour rester dans les bonnes grâces de l'autre, il faudra lui faire offrande de ce qu'on croit avoir deviné qu'il désire. Une scène qui en rappelle étrangement une autre. D'où vint que les hommes excogitèrent, chacun selon son tempérament, diverses manières d'honorer Dieu, pour que Dieu les chérit plus que les autres. De la scène théologique de Éthique 1, appendice, à la scène stratégique de Modus configurant sa pulsion, c'est la même logique de propitiation et des bonnes grâces adressées à une puissance incommensurablement supérieure, au pouvoir et au désir de laquelle tout est remis, à laquelle toute persévérance est accrochée. Pour l'heure, Modus s'investit dans une sorte de proto-gouvernementalité. Conduire la conduite de l'autre, faire que l'autre l'ait dans son désir pour s'assurer que l'autre, toujours, lui revienne. Cette gouvernementalité n'a pas d'autre ressource qu'une herméneutique au doigt mouillé. Ça n'en est pas moins elle qui décide de l'agencement corps-esprit de Modus. Une grande enquête commence, qui ne s'arrêtera plus. Que faire? Quels exploits accomplir pour demeurer en gloire aux yeux de l'autre? On comprend que Modus investisse le langage, où sont disséminés tant d'indices de ce que veut l'autre. Et de même, investira-t-il les images, du moins celles qu'il imagine que l'autre lui indique, pour rayonner à ses yeux. Cependant, le système stratégique de la réaction conative s'ajuste à des signaux qui ne relèvent pas tous du plan de la conscience, car l'autre n'a pas disséminé les indications de son désir uniquement dans des propositions explicites, qu'elles soient discursives ou spéculaires. En réalité, des indications, l'autre en donne continuellement, mais à son corps défendant, et sans même s'en rendre compte, en tous les points où se signalent ses propres conflits psychiques, c'est-à-dire ses propres investissements pulsionnels contrariés, reconnaissables à leurs intensités particulières et à tous les tremblés que leur censure occasionne. Un toucher, brusquement incertain, des tours de langage ou de comportement remarquables, d'étranges récurrences dans le discours ou au contraire des absences significatives. Tous ces lieux à contours et contenus flous, mais dont les intensités sont particulièrement grandes et par là très repérables, Modus les enregistre à sa façon. Il finira par faire quelque chose de tous ces signaux, bien sûr, dûment interprétés par lui. Faire quelque chose, s'y ajuster, s'organiser selon, corps-esprit, s'y ajuster d'autant plus que les intensités perçues indiquent des points d'importance pour l'autre, des points cruciaux pour Modus également par conséquent, puisque ce sont des points pour l'autre où son système désirant s'exprime avec une force particulière. Tout ce que l'autre contre-investit furieusement en termes de désirs refoulés, d'archaïsmes enfouis mais agissants, se repère dans ses magnitudes. Autant de traits qui font saillance dans son comportement, mais saillance louche, et par là même, tout autant, puissamment attractrice. Les saillances louches. Voilà qui va entrer massivement dans les élaborations stratégiques de Modus, et comme toujours, sous la médiation systématique et systématiquement anamorphique de son imagination interprétative. Comment s'étonner que d'un mesclin pareil résultent des montages où l'acharné le dispute au baroque, au saugrenu,
à l'aberrant. Les injonctions de guidage qui s'en suivent n'en établissent pas moins les lois d'airain du régime de jouissance de Modus, auquel celui-ci s'adonne, avec d'autant plus d'entièreté qu'il est persuadé de tenir là sa clé propitiatoire. Ça y est, il sait quoi faire pour garder l'autre. Plus tard, grandi, on le retrouvera livré à ces mêmes actions. Certaines, celles de Titus pour Bérénice, seront grandioses. D'autres, beaucoup, surtout, effarantes, affligeantes à un regard extérieur, mais qui n'auront rien perdu de leur force carcérale pour lui. Ce sont les voies par lesquelles les modes humains luttent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, et en viennent à s'arranger de manière parfaitement désavantageuse à l'égard de la vie. Par répétition de ces réactions connatives stratégisées autour de l'autre, le corps-esprit de Modus, profondément tracé, devient une implacable automatique. Ces marquages, concaténation d'idées dans l'esprit et d'actions corporelles, nous les avons appelés d'un terme d'ingénierie, le cerveau, S-E-R-V-O. En automatique, le préfixe cerveau désigne un sous-système asservi à la commande générale. Commande générale, se faire aimer de l'autre parce qu'il nous fait renouer avec la félicité de l'objet zéro. Sous-système cerveau, l'ensemble des actions que nous avons appris à déployer selon ses attentes supposées. Dans sa pièce Cendrillon, Joël Pomera a donné une version scénique saisissante de ce cerveau où sont repliées les splendeurs et misères de la vie avec l'autre, devenu notre corps réflexe. La question posée dans Cendrillon, comment Cendrillon devient-elle Cendrillon? Comment s'arrange-t-elle pour devenir souffre-douleur? La réponse de Pomera, parce qu'elle y trouve sa jouissance. Cendrillon a cru que son autre désirait qu'elle s'amenuise et depuis s'exécute. La marâtre ici n'est pas cause première. On peut presque dire qu'elle est une aubaine pour le cerveau de Cendrillon qui la réquisitionne. Sa mère mourante aurait dit à Cendrillon « Pense à moi toutes les 5 minutes pour m'empêcher de mourir ». Cendrillon s'est donc fait une destinée de ce programme, qui lui est comme un impératif de service amoureux. Et bientôt, la pilote. Ce qui sur scène se traduit précisément par une mécanique horlogère. Cendrillon se fait offrir une montre qui sonnera toutes les 5 minutes sur l'air de « Ah, vous dirai-je maman ». Cette montre assure l'astreinte pour la suite de la pièce et figure ce que c'est qu'un cerveau, S-E-R-V-O. L'alarme empêche tout déploiement d'action ou de pensée qui ne soit pas consacré à se diminuer. L'ensemble des automatismes de Cendrillon la porte désormais à l'amenuisement réflexe. Évidemment, Cendrillon a tout inventé. En vérité, sa mère a dit l'inverse, mais peu importe, ça sonne. Et Cendrillon d'obéir, de s'asservir, de se gâcher la vie puisque c'est là, croit-elle, le désir de son autre. Ainsi, Modus se fait-il un corps-esprit. Sur les sables mouvants des imaginations qu'il se donne, du désir, de l'altérité ou des altérités qui lui sont capitales. Que l'autre soit central dans l'existence humaine, ça n'est pas une idée qui nous met tout à fait en porte-à-faux avec Lacan, si on veut bien nous passer cette énorme litote. Il y a là en effet l'une de ses intuitions les plus pénétrantes. C'est peu dire que nous sommes en délicatesse avec une bonne part de la pensée et du discours lacanien, mais pas au point d'être incapable tout de même de reconnaître toutes les occasions en lesquelles il nous a éclairés. Nous en avons fait notre profit autant que nous pouvions, si c'est à notre manière, celle de la reprise sélective, de la réélaboration, voire du caviardage ou du détournement. Ici, par exemple, car Lacan fait tomber l'autre du ciel comme Freud la pulsion. Dans l'un et l'autre cas, des positions inaugurales. En l'occurrence, le ciel s'appelle Hegel, ou plutôt Kojève, qui, dès la 3e page de son introduction à la lecture de Hegel, pose qu'à la différence du désir animal, je cite, « le désir humain porte sur un autre désir ». Toute l'œuvre de Lacan pourrait être lue comme le dépli systématique et conséquent de cette prémisse ainsi reformulée, le désir est le désir de l'autre. On peut laisser la centralité de l'autre à une Pentecôte métaphysique comme le fait Lacan. On peut aussi chercher à la réengendrer. Soit, comme Sandra vient de l'exposer par la méthode génétique, au ras des rencontres et des affections de Modus, c'est-à-dire dans l'enchaînement du desiderium princeps, de l'objet zéro et de ses lieutenances, ou bien en dégageant une structure fondamentale de la situation humaine, d'où l'autre émerge non pas comme une nécessité, mais comme une solution de puissance. C'est une structure en forme de triangle. Le premier côté est celui du mode fini, partant voué à une existence relationnelle dans la causalité et la dépendance intermodale. Dépendance extrême, nous l'avons vu, qui dans la déveine de la Hilflosigkeit accroche des enjeux de vie ou de mort à qui se présente à l'autre bout de la relation.
Le deuxième côté est celui du mode pas fini, non pas de non-finitude, mais d'inachèvement. Gravement et surtout irrémédiablement pas fini, le mode humain ne jouira jamais du câblage instinctuel qui donne aux efforts de persévérance des animaux leurs coordonnées incorporées, celles par lesquelles se perd la discrimination du convenant et du disconvenant. Celles-ci ne viendront au mode fini pas fini que de son extérieur, collectif et social. Sans solution biologique de développement maturant, les modes finis pas finis se finissent collectivement, dans et par des constructions sociales qu'on appellera ordre symbolique ou culture, comme on veut. C'est au passage par ce côté du pas fini que le corps social relayé par l'autre fera son entrée en force et de bonheur dans la psyché des individus. Le troisième côté, enfin, est celui de l'être composé. Nous le savons par la définition de la petite physique, qui nous indique que la condition divise et le morcellement sont de droit, et que la tenue des parties est le problème. Nous connaissons donc un synonyme concret de persévérer, c'est consister. Exister, c'est se maintenir dans la tenue des parties, c'est maintenir dans la durée l'assemblage, la composition des parties. Nous savons ce que sont la vieillesse et la mort, le relâchement de la tenue des parties et son effondrement terminal. Être mort, c'est être rééparpillé. Pendant ce temps, nous avons à consister, et pour ce faire, à augmenter notre degré de puissance en tant qu'elle est stéréogénique. C'est-à-dire qu'elle nous fait faire consistance en imposant aux parties une puissance de composition qui l'emporte sur leur puissance de mouvement propre, a priori insoumise à la composition, et ceci dans un décalque très exact de la lettre 50 à Yéles et de la réponse que fait Spinoza à Hobbes. Or, d'où nous viennent nos meilleurs apports de puissance? Nos affects joyeux les plus intenses, donc les plus stéréogéniques, les plus portants. De l'amour, non pas l'amour simple au sens trop général du Scoli d'Éthique 3.13, mais l'amour supérieur, celui qui s'établit avec l'autre en tant qu'il est un lieutenant de l'objet zéro, amour que nous pouvons en effet appeler l'amour capital ou l'amour jouissance. De l'importance donc d'être aimé pour consister et persévérer quand on est mode fini, pas fini et composé, à laquelle apporte une preuve quasi expérimentale cet épisode connu sous le nom d'hospitalisme. Des nourrissons sont recueillis par une institution où ils ne reçoivent que le minimum des soins techniques. Ils sont nourris, lavés, vêtus et c'est tout. Pas un regard, pas une parole, pas une caresse, pas un enveloppement. Les nourrissons connaissent de terribles retards de développement, certains meurent carrément. Et voilà la différence, pour parler comme traité politique 5.5, entre la circulation du sang et une vie humaine. En tout cas, la condition première de cette différence, l'amour de l'autre. Voilà le triangle de la condition humaine, et nous voyons aussitôt que l'absence de l'autre y fait à Modus une vie invivable. Seul l'autre, sauf du côté du mode fini et de la Hilflosigkeit. Seul l'autre, sauf du côté pas fini, en transmettant les repérages et les orientations du code collectif, indispensables à la persévérance des prématurés irrémédiables que nous sommes. Seul l'autre, enfin, peut fournir l'amour capital qui fait faire consistance et sauve du côté de l'être morcelé. Qu'on juge de la vie possible de Modus jeté sans l'autre au milieu du triangle, ce sera la première vie de Kaspar Hauser, la circulation du sang. L'autre vient en surplomb du triangle et sauve Modus du triangle, transforme le triangle en pyramide, l'autre est pyramidal. Voilà comment engendrer la centralité de l'autre, et non pas l'abandonner à une postulation métaphysique, hegelienne-cogélienne en l'occurrence, fut-elle pénétrante. Engendrement dont on peut ensuite exploiter la productivité propre. Par exemple en livrant une vue spinoziste sur le moi. Il va sans dire que la condition divise composée pulvérise d'emblée toute idée du moi comme unité substantielle. Qu'est-ce que le moi dans ces conditions? Il n'est rien d'autre que le sentiment vécu de la consistance. Le moi est un affect et l'idée qui l'accompagne. Plus précisément, il est l'affect stéréogénique. Décalque ou peut-être dérivé de l'acquiescentia in se ipso, le moi est l'affect qui accompagne la contemplation de sa puissance en tant qu'elle fait faire consistance. On pourrait dire que le moi est l'affect du morcellement victorieusement surmonté. D'une certaine manière, gagner la consistance est l'objet de toute la stratégie, où l'on voit que le moi n'a rien de natif et qu'il est une conquête contingente d'ailleurs, et possiblement réversible.
La décompensation, c'est-à-dire littéralement la défaisance par affaiblissement de l'imperium modal chargé de la tenue des parties, est une fluctuation du moi. Dans les cas les plus graves, elle jette le mode dans l'expérience horrifique de sa propre décomposition, c'est-à-dire tendanciellement de son anéantissement par redispersion de ses parties. En tout cas, la consistance n'était pas donnée au départ, du moins pas complètement. Ça n'est pas en effet que modus nouveau-né ne consiste pas du tout. Il ne naît tout de même pas à l'état de flaque, son corps est déjà tenu dans une forme. Mais à minima, et le moins qu'on puisse dire est que son imperium est gravement en litige, effet de la prématuration et du pas fini. Bref, modus naît à l'état brinque-ballant. Tout son effort affirmatif va tendre, autant qu'il est en lui, vers la consolidation stéréogénique. Et ceci dans les conditions de convenance ou de disconvenance que son existence concrète lui fait expérimenter. Au premier chef, dans le rapport avec son autre. Son autre est-il suffisamment aimant? Le rapport de convenance globale fait les appoints de puissance stéréogénique. Modus consistera, tiendra mieux ses parties, et son sentiment du moi en sera renforcé. L'autre, au contraire, est-il maltraitant? Ou bien est-il simplement insuffisamment soutenant, au regard des apports de puissance requis par les épreuves que Modus a à surmonter, pas seulement celle de la Hilflosigkeit d'ailleurs, celle de la maladie par exemple. Alors la disconvenance et la tristesse domineront le paysage passionnel de Modus, sa prise de consistance en sera obérée. Cette dernière trajectoire est celle que la psychanalyse a nommée psychose, dans ses deux formes les plus communément discutées de la paranoïa et de la schizophrénie. Mais la paranoïa produit elle-même sa propre contre-tendance stéréogénique, par la mobilisation adverse, c'est-à-dire par une induction réactionnelle de puissance qui fait objectivement consister, si c'est dans la haine. La schizophrénie, qui n'a pas cette chance, abandonne elle le mode à son imperium brinque-ballant et à sa défaisance tendancielle. L'une et l'autre, en tout cas, livrent comme par rétroéclairage la vérité de la condition humaine. D'abord, quant à l'automatique modale. Clérambault forge le concept d'automatisme mental pour parler des phénomènes hallucinatoires qui donnent lieu à un sentiment de dépossession de sa propre conscience et d'être agi en pensée comme en acte. Tosque parlera, lui, de la machine à influencer, pour évoquer certaines expériences schizoparanoïdes de se sentir sous l'emprise de forces extérieures. Comment ne pas reconnaître ici le travail de l'exodétermination propre à la condition de mode fini, le premier côté du triangle de la condition humaine. À ceci près que Clérambault en réserve la qualification aux individus psychotiques, manière pour lui d'indiquer la nature en quelque sorte dégénérative de l'être automatisé, dont les sujets entre guillemets normaux seraient bien entendu exempts. Eux sont libres d'arbitre, comme on le sait. Ainsi, la psychiatrie qui s'intéresse à la psychose livre-t-elle une vérité absolument générale de la condition humaine, mais sans le vouloir, ou sans s'en apercevoir, et en la réservant comme une aberration à des sujets déclarés anormaux. Il faut l'intervention du spinozisme pour défaire cette restriction, sans doute adéquate à une vulgate cartésienne de la subjectivité, mais indéfendable dans l'ontologie de la substance et du mode fini, dans l'ontologie de la détermination intégrale et de la causa sive ratio. Nous sommes tous exodéterminés, par conséquent nous sommes tous des automates. Voilà ce que Spinoza a posé dès le TRE et qu'il confirmera dans l'éthique. Pour autant, nous sentons bien la particularité de l'expérience que fait la psychose de l'automatique modale, et qu'elle n'est pas semblable à celle de la névrose. En réalité, on pourrait sans doute dire que de l'automatique modale, la névrose précisément ne fait aucune expérience, quand bien même elle ressortit tout autant à l'automatique modale. Encore faudrait-il ajouter, et ça ne serait pas négligeable, qu'ici nous parlons de la névrose dans la formation symbolique occidentale, en tant qu'elle surdétermine l'expérience par ses représentations dominantes de l'individu comme être libre. Pour parler cette fois comme d'Escola, on trouverait ce qu'il appelle des ontologies, qui mettraient en forme tout autrement la même expérience de l'être au monde, par exemple en entretenant l'idée vivace de l'inclusion dans la totalité de la nature et de la dépendance à ses forces. À cette importante réserve près, quel est le lieu de cette différence expérientielle entre l'automatique éprouvée de la psychose et l'automatique inaperçue de la névrose? Elle tient à la consistance. Et c'est ici le troisième côté du triangle de la condition humaine qui se trouve rétro-éclairé depuis la position de la psychose. Car consister, c'est faire milieu interne de réfraction de la causalité externe. Donc, d'une forme d'accommodation et d'appropriation idiosyncratique de l'exodétermination.
C'est bien tout le sens d'éthique 351. Des hommes différents peuvent être affectés par un seul et même objet de manière différente. Il en est ainsi car leur milieu interne, leurs ingénia, diffèrent. L'idiosyncrasie ingéniale, et pardon pour le pléonasme, est cela même qui donne au mode le sentiment de son propre et de l'appartenance à soi de ses actes et de ses pensées. La différence n'est donc pas celle que croit Clérambault. Elle n'est pas entre les sujets qu'il considère comme normaux, c'est-à-dire libres, et les psychotiques aliénés automatisés. Elle est entre deux régimes de l'automatique modale universelle. L'automatique de la névrose a pour caractéristique de ne pas s'apercevoir elle-même, car l'exodétermination y est médiée et appropriée par la consistance en tant qu'elle fait milieu. Le défaut de consistance modifie du tout au tout l'expérience psychotique. Faute d'un milieu suffisamment réfractant, l'exodétermination porte accrue sur le corps-esprit modal. Le mode s'éprouve comme en prise directe sur la causalité extérieure, vécue sans aucune médiation intérieure. D'où le sentiment si fréquemment restitué par des individus psychotiques d'être marionnettisés, en une intuition aussi douloureuse que pénétrante, où l'expérience rejoint la vérité de la condition du mode fini. Voilà qui nous conduit tout droit à Deleuze et Guattari, on le voyait sans doute venir, car l'expérience de la causalité marionnettiste fait immanquablement penser à l'expérience du schizo en son corps sans organes, expérience d'être littéralement traversé. Il est bien certain que sans organisation, le CSO a par construction congédié tout transcendantal incorporé. L'organisation du corps, en effet, est une instantiation locale du transcendantal collectif, le transcendantal rendu portatif en quelque sorte. La mise en ordre du réel indifférencié s'effectue au travers des affectabilités récapitulées dans l'organisation ingéniale du corps. Pour le schizo en son CSO, les manières de sentir, d'éprouver, d'expérimenter, qui auraient dû se couler dans le transcendantal, par là s'en trouver déterminées, et oui, s'en trouver restreintes, en sont ici affranchies. Le sentir, l'éprouver, en sont considérablement élargis. Mais à quel prix? C'est que l'organisation ne fait pas seulement milieu interne réfractant, éloignant l'expérience de l'exodétermination accrue, donc de la causalité marionnettiste. Comme support corporel du transcendantal, l'organisation fait également crible, filtre. Elle permet donc au pouvoir fini d'être affecté du mode d'aller à la rencontre de la puissance affectante infinie de la nature sans en être submergé, écrabouillé. C'est cette protection vitale que perd le schizo quand son CSO congédie le transcendantal. Lui échoit en contrepartie du sentir élargi l'expérience non médiée de l'exodétermination, mais aussi la submersion d'affection corrélative d'un trop sentir. On comprend mieux la dialectique de la petite santé et de la grande santé chez Deleuze. La grande santé, c'est la grande affectabilité, celle qui fait aller vers la puissance infinie de la nature dans le grand sentir. Et la petite santé, c'est l'état dans lequel on en revient, c'est la déglingue. Parce que selon cette très belle phrase de Deleuze, ce qu'ils ont vu était trop grand pour eux. C'est le moment précis où on se sépare de Deleuze et Guattari. Car à ce prix-là, la promotion du schizo comme modèle de vie éthique laisse songeur. On pense à l'exemplaire de Spinoza et on mesure la divergence des deux trajectoires proposées. C'est une curieuse ligne de vie que proposent en effet Deleuze et Guattari sous la figure du schizo, puisqu'elle est tendanciellement une ligne de mort, ou plutôt une ligne de vie sans doute intensifiée, mais paradoxale, au bout de laquelle il y a la mort. Car plus le CSO se libère de toute organisation transcendantale, plus il élargit indéfiniment les limites de son expérience, mais plus il déconsiste en contrepartie, plus il risque l'écrasement également. Et la ligne de vie est brisée par l'effet d'une discontinuité par passage à la limite, comme on dit en mathématiques. Elle élève continuellement les puissances, mais pour les emmener tendanciellement vers la mort. On se doute qu'une telle trajectoire éthique est inconcevable pour Spinoza. Le corps du sage n'est pas comme celui du schizo, le palais des courants d'air, à force de désorganisation et de déconsistance. Et sa sagesse, dirait-on pour paraphraser Éthique 4.67, est intégralement chemin de vie et non de mort. Deleuze et Guattari nous laissent donc dans une étrange antinomie. Soit la vie normée, c'est-à-dire étriquée par le code collectif du transcendantal, soit la trajectoire paradoxale du schizo et son fâcheux terminus. Que la vie normée, celle qui correspond à la névrose,
puisque la névrose est cette position psychique où l'autre, globalement convenant, a pris toute sa place, par quoi l'ordre symbolique a été transmis à Modus. Que la vie normée névrosée soit rabougrie plus souvent qu'à son tour, nous le savons bien. Nous avons rappelé quelles extravagances pouvaient émerger des scènes inconscientes de la jouissance. Enfermement, angoisse, empêchement, impuissantisation, tous produits par une imagination affolée à l'idée de perdre l'autre et prête à tous les montages herméneutiques, s'ils semblent offrir des solutions de gouvernementalité idiotélique. Cependant, la possibilité que Deleuze et Guattari ne veulent pas examiner, c'est la possibilité du tiers terme, entre racornissement névrotique et schizo à tout prix, la possibilité du remaniement. Il est vrai que la psychanalyse, la cure analytique, se pose comme la pratique et le lieu de ce remaniement. Deleuze et Guattari l'estiment irrémédiablement compromise par les coordonnées familialistes d'Ippienne dans lesquelles elle engage ses réélaborations, comme si c'était les seules coordonnées possibles. Retravailler ces coordonnées, comme nous l'essayons dans ce livre, est une manière de dire que la psychanalyse tient essentiellement à quelques idées directrices particulièrement puissantes dont on aurait tort de prononcer trop vite l'épuisement et dont on aurait surtout tort de les confondre entièrement avec les premières formes qu'elles furent amenées à revêtir. En l'espèce, les développements de la psychanalyse se sont d'abord faits dans une confusion très dommageable avec des systèmes de valeurs patriarcaux occidentaux. Mais les idées directrices de la psychanalyse sont celles de la métapsychologie, qui, considérées dans toute leur généralité, se conçoivent indépendamment des élaborations oedipiennes qu'elles reçurent d'abord et se prêtent à accueillir de tout autre contenu. Nommément, ces idées directrices sont, d'une part, l'idée des destins de pulsion, d'autre part, l'idée de l'inconscient. Même si nous devons conclure à présent et cursivement, pour que la dose ne tourne pas à l'overdose, nous voulons en dire quelques mots. C'est après tout une proposition psychanalytique que nous exposons. Je ferai vite. Freud évoque les destins des pulsions. Vous avez compris que pour notre part, il s'agira des destins de la pulsion. Cette réserve mise à part, l'idée d'un destin de la force animatrice trouve toutes ses résonances spinozistes. Qu'arrive-t-il au conatus? Quelles rencontres fait-il? Quelles affections expérimente-t-il? Notamment quelles adversités? Opposition, obstacles, censure, empêchement, et puis quels mouvements réactionnels invente-t-il à leur suite? En d'autres termes, où va-t-il aller? Vers quoi va-t-il rediriger son élan dans ces conditions de rencontre? Bref, comment va s'organiser son activité? Nous avons donné la réponse générale à ces questions en empruntant à Laurent Bove. Sous le coup de l'affection originaire et du desiderium princeps, le conatus, devenu la pulsion, va stratégiser, va s'agencer en une position stratégique, et c'est cet agencement stratégique qui va déterminer ses solutions d'écoulement, c'est-à-dire ses solutions d'effectuation, ses poursuites concrètes en désir. Tel est exactement le sens profond de la métapsychologie telle qu'on peut la lire chez Freud. Et telle est l'histoire de la vie de Modus, ou disons l'histoire duale de la vie de Modus, histoire de la pulsion elle-même, envisagée dans le plan de ses mouvements et de ses circulations propres. L'idée métapsychologique, c'est que la force animatrice cherche, invente ses voies au milieu des obstacles qu'elle rencontre, en sachant que de toute manière, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, elle débouchera. Elle trouvera quelque chose à faire, le cas échéant pour le pire. Qui dit métapsychologie dit aussi inconscient, évidemment, dont Spinoza nous donne la formule générique dans le Scoli de 2.35. Nous sommes conscients de nos actes et ignorants des causes qui nous déterminent. L'inconscient, en son sens le plus général, c'est le vaste domaine de l'insu, ou plutôt des insus. Car l'insu nous vient sous de multiples formes, d'ailleurs emboîtées. En fait, disons-nous, comme des matrioshkas. 3 petites poupées pour commencer, les inconscients psychanalytiques. D'abord celui de Mélanie Klein, qui ne voit pas elle-même la particularité de ce sur quoi elle met la main et tente à toute force de le raccrocher au seul inconscient dont elle dispose, l'inconscient freudien. Ainsi obligée de faire entrer son propre travail au chausse-pied dans la godasse oedipienne ou dans son adaptation ad hoc, pré-oedipienne. On comprend que Deleuze et Guattari en aient été accablés. À la décharge de Mélanie Klein, forger le concept de ses propres trouvailles n'avait rien d'évident. Pour notre part, nous l'avons tiré du poète espagnol du Scoli d'éthique 4.39 et de la relecture qu'en autorise le travail de Pascal Sévrac contre celle de Françoise Ourabichvili, et nous l'avons appelé la mourure, puisque c'est une autre mort que la mort. La mourure, l'inconscient kleinien donc. Ensuite, seconde matrioshka à côté de la précédente,
l'inconscient freudien, l'inconscient lié à l'opération spécifique du refoulement. Enfin, troisième poupée, l'inconscient lacanien, sans doute une réélaboration du précédent, comme on sait resituée dans le plan des chaînes signifiantes, mais tellement originale qu'elle a sa consistance propre. Au-dessus des trois premières, une poupée plus grande, l'inconscient deleuzo-guattarien. Inconscient kleinien, freudien, lacanien, ce sont des opérateurs stratégiques. Mais sur quoi opèrent-ils? C'est la question oubliée, à laquelle répondent Deleuze et Guattari. Probablement, la psychanalyse classique protesterait-elle que la matière que travaillent les opérations des inconscients, c'est la pulsion. Sans doute, mais comme nous l'avons dit, la pulsion des psychanalystes tombe de nulle part. Or, la force animatrice, en dernière analyse, c'est la puissance infinie de la nature telle qu'elle s'est modalisée. L'ignorance princeps dans laquelle se tiennent les humains, quant à ce qu'ils font, est bien là. Ils ne savent pas quelle force, antérieurement aux configurations de cette force, quelle force les meut. 4 inconscients donc, qui partagent tous la propriété d'être rapatriables dans les coordonnées théoriques du spinozisme. Le dernier, deleuzo-guattarien, ça va sans dire. Les 3 précédents tout autant. Mais ici, et nous n'avons pas le temps de le faire, il faudrait déplier l'ensemble des mécanismes passionnels élémentaires à recombiner pour les engendrer. 4 inconscients spinozistes, plus 1, d'une certaine manière, qui consiste en leur récapitulation dans un domaine d'ensemble de l'inconscient, ou plutôt de l'insu. Un domaine de l'inconscient intégralement spinoziste. Nous étions partis de l'idée qu'il n'y a pas de théorie complète des passions qui n'ait le caractère d'une théorie des pulsions, et qu'à cet égard, la lecture habituelle de la théorie spinoziste des passions était insuffisante. À la fin du parcours, nous nous voyons intégralement revenus dans la grammaire spinoziste, à laquelle il fallait donner un tour ou deux de plus, le tour de l'inconscient et le tour de la pulsion. Merci énormément, merci beaucoup pour cet exposé très dense, très écrit. C'est pas comment dire, innocent que je dis qu'il soit très écrit, parce que j'aimerais justement qu'on passe à la limite à l'oral maintenant. Et très beau. Et je voudrais simplement... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâché. Si vous partez au milieu de la conférence, on a l'impression qu'on a dit une énormité qui vous a choqué. Donc, ne le faites pas. Voilà. Vous êtes là, vous restez, tant pis, ça dure une demi-heure, vous y arriverez. Bon, donc c'est vraiment un magnifique exposé, et je suppose que pas beaucoup d'entre vous ont lu le livre, parce que je ne le vois pas sur les tables là, et puis parce qu'il est paru très récemment. Donc, je vais naturellement pas du tout parler longuement, n'ayez pas de crainte, hein, mais je voudrais quand même placer la discussion, alors après elle se placera ou elle ne se placera pas, ça dépendra de vous, sur un terrain un petit peu extérieur à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, si je voulais employer un grand mot déridien, je dirais on va parler de parergon, c'est-à-dire de hors-d'œuvre, de ce qui entoure l'œuvre, etc. Parce que ici, on a l'avantage d'avoir le père et la mère, si j'ose dire, de l'œuvre. Comme disait Platon, une œuvre ne peut que se répéter elle-même, tandis que son père peut la défendre, peut argumenter en sa faveur, etc. Comme on a les auteurs aujourd'hui, si j'ose dire, sous la main, eh bien, il me semble qu'il est plus intéressant, enfin en tout cas pour moi il est très intéressant, de leur poser des questions par rapport à des choses qui ne sont pas dans le livre, plutôt que par rapport à des choses qui sont dans le livre. Alors je dois tout de suite dire qu'à mes yeux c'est un livre absolument remarquable, impressionnant, par sa richesse, par sa densité, par son originalité. Donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle va s'inscrire les questions que je pourrais vous poser. Donc, puisqu'on est ici, donc, non pas entre spinozistes, parce que je suppose qu'il y a des psychanalystes, ou des analystes, ou du moins des spécialistes là-dedans, mais quand même, c'est un séminaire sur Spinoza. Voilà, j'aurais voulu poser un certain nombre de questions, si j'ose dire, extérieures. C'est-à-dire, au fond, la question générale, ça serait de vous demander de légitimer, je sais bien que je ne crois pas à la légitimation, donc puisqu'on aurait des conditions anarchiques, mais peu importe, de légitimer dans quelle mesure on peut légitimer votre entreprise générale. Alors, dans la conclusion, ça a été assez clairement énoncé, mais je voudrais, comment dire, poser un certain nombre
questions dans ce sens-là. D'abord, cette affaire du récit. Bon, donc il faut que vous sachiez que ce livre, sur 600 pages, est une sorte de biographie au ralenti. C'est-à-dire, c'est comme si on voyait naître un personnage, et puis, étape par étape, si j'ose dire, jour par jour, on le voit grandir, avoir ses émotions, ses craintes, ses désirs, ses imaginations, ses répulsions, ses névroses, etc. Donc, c'est une espèce de biographie d'un personnage qui s'appelle Modus, qui est donc le mode, chez Spinoza, une chose singulière, un individu, et vous utilisez, comment dire, toutes les ressources de votre connaissance du spinozisme, et pas que du spinozisme, bien sûr, pour, en quelque sorte, faire une description très précise, très minutieuse, comment dire, presque étape par étape, du développement de sa psyché, et même de son corps en même temps, puisque, évidemment, vous ne séparez pas l'un de l'autre avec la formule le corps-esprit, ce qui est très spinoziste. Alors, d'où vient cette idée ? C'est la question que je voudrais commencer par poser, parce qu'en fait, des récits informés par le spinozisme, ça existe déjà. C'est Matron. C'est Individu et communauté chez Spinoza, où Matron fait une espèce de récit général du développement de l'univers spinoziste à partir des choses singulières les plus petites jusqu'aux sociétés, en passant par toutes les étapes possibles, etc. Donc ma première question, c'est est-ce que vous avez pris Matron, il est cité dans le livre, bien sûr, mais il n'est pas cité au sens où nous adoptons ici la méthode d'Alexandre Matron pour telle et telle raison. Il est cité en passant, donc il y a un coup de chapeau, mais il n'y a pas vraiment une revendication de sa méthode, ou même une critique de sa méthode, ce qu'elle pourrait avoir d'insuffisant ou pas. Donc pourquoi ? Alors, deuxième question sur cette question du récit de l'origine. Moi, j'ai tout le temps pensé en vous lisant à un auteur, alors peut-être vous ne le connaissez pas, donc dans ce cas-là, j'ai rien à dire, parce que le livre est déjà tellement riche qu'on ne peut pas en demander tellement plus. Mais bon, quand je lisais le livre, je pensais tout le temps à Sloterdijk, c'est-à-dire les sphères. Les trois livres là, qui s'appellent Sphère, Bulle et Écume, qui racontent exactement la même chose. C'est-à-dire le premier, qui s'appelle Bulle, ça raconte exactement la naissance d'un enfant à partir du ventre de sa mère, comment il a un jumeau qui sera toujours cette chose dont il va manquer, et puis ensuite comment il entend dans le ventre de sa mère d'abord cette première sensation qui est celle de planer, et puis ensuite cette sensation d'entendre des sons, alors, parce qu'il entend les sons de sa mère, il paraît que la tête de l'enfant repose sur le bassin et que ça fait résonance à l'intérieur du corps, donc il entend les sirènes d'Ulysse, donc il y a toute une espèce comme ça de vision de l'enfance, comme une espèce d'odyssée, et qui est un récit comparable au vôtre d'une certaine façon, c'est-à-dire on prend un individu humain au départ, à la naissance, et on voit ce que ça devient. Alors là c'est pareil, je me suis demandé pourquoi vous n'y faites pas du tout référence. Bon, ce sera peut-être pour... mais c'est une question extérieure complètement, mais ça m'intéressait. Ensuite, donc encore d'autres questions. Pourquoi vous ne parlez pas du tout de Sartre? Parce qu'une psychanalyse spinoziste, ok, mais il y a déjà la psychanalyse existentielle. Donc, dans la bibliographie, alors, on est entre spécialistes, hein, vous parlez de Sartre et c'est quelques nouvelles, mais vous ne citez même pas l'idiot de la famille. Et je me suis demandé encore pourquoi, parce que ça aurait été une question, une possibilité de se situer par rapport à Sartre. Nous faisons une psychanalyse spinoziste qui n'est pas une psychanalyse existentielle, mais très différente. Alors, j'ai bien compris avec les matrioshkas, etc. Mais bon, là c'est pareil, il n'y a même pas un parergone, c'est-à-dire une sorte de discours sur ce qu'on fait. Hein. Et alors, je vais encore poser une question. Là, ça m'a franchement... enfin, une question que je vous pose encore. Vous parlez de Lacan très souvent. Dans la bibliographie, il y a beaucoup de textes de Lacan, mais il n'y a pas sa thèse sur la psychose paranoïaque. Or, la thèse de Lacan, pour ceux qui connaissent Lacan, s'inscrit sous l'exergue de la proposition 57 de la troisième partie de l'éthique, que j'ai recherché sur mon téléphone pour arriver à la dire sans me tromper, dont Lacan donne... Alors, attendez, voilà. Toute affection d'un individu, tout affect d'un individu quelconque diffère de l'affect d'un autre individu autant, alors Lacan dit,
autant de discrépances, offre autant de discrépances avec l'affect dans notre individu que l'essence du premier diffère de l'essence du second. Alors je me suis dit, ouais, vous aviez quand même une occasion en or, parce que Lacan, dans la conclusion de sa thèse, dit exactement, je m'en souviens presque par cœur, tout ce que nous venons de dire revient en gros à une espèce d'expansion de la formule spinoziste que je viens de citer. Donc là, il y avait peut-être moyen de discuter du rapport entre Lacan et le spinozisme de façon directe, quoi, enfin à la limite. Hein. Donc voilà quelques questions sur l'entourage, les motivations, le choix de la forme, certaines références, etc. Est-ce que vous pourriez vous en dire un peu là-dessus, donc très fraternellement, enfin je veux dire, je ne peux pas passer un examen, hein, c'est vraiment... Parce que là, je sors du récit en quelque sorte. Voilà. Tu veux répondre sur Macron? Non, je pense que c'est toi qui est mieux placé pour raconter toute l'élaboration formelle qui s'est produite. En réalité, moi je suis entrée dans Spinoza par Frédéric, et Frédéric a été très influencé par le travail de Macron. Donc là, l'explication vient directement comme ça. Moi, je fais de la littérature. Jamais je serais allée faire de la philosophie si on ne m'avait pas présenté les choses comme ça. C'est-à-dire, immédiatement, c'est entré dans un rapport, la genèse immanente, le récit des rencontres, etc., la reconstitution que tu racontais à l'instant, qui, moi, me parle énormément dans mes coordonnées. Donc, quand on a décidé de faire le livre, très rapidement, on s'est dit qu'on allait construire la totalité du livre ensemble, mais se répartir l'écriture en fonction de nos régimes d'écriture propres. Donc, en l'occurrence, tu as dit que l'ensemble du livre était une biographie de Modus, c'est pas tout à fait exact. En réalité, le récit conceptuel où on suit en 5 temps la construction psychique de Modus, c'est simplement la deuxième partie, mais elle fait la moitié du livre. Et on revient sur Modus tout à la fin du texte, lorsqu'on envisage la paranoïa, la schizophrénie, donc deux autres trajectoires possibles. Mais dans le reste du texte, en fait, c'est pas un dépli comme récit. Ça fonctionne un peu différemment. Donc moi, je pense que l'explication, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire, c'est la jeunesse qui l'explique. C'est-à-dire, Frédéric m'a vendu que c'était ça Spinoza. Moi, je me suis dit, dans ce cas-là, c'est bon, j'adore. Et dans ce cas-là, j'ai fait un récit avec mes moyens de littérature. Voilà. Donc, sur la question de Macron, tu veux peut-être dire un mot de plus? Termine. Non, mais sur le récit, moi je pense que j'ai pas. Ah si, les sphères. Si, ça, moi je peux dire un mot qui est que je ne l'ai pas lu. Moi aussi. Moi non. Tu l'as lu? Tu l'as pas lu? Non. Donc, on pouvait pas du coup, c'est ça l'explication. Et en revanche, ce que j'ai aimé dans ce que tu as raconté, c'est l'idée d'Odyssée. Ça me parlait énormément. Il y a quelque chose dans la manière dont Modus est construite qui est à mi-chemin entre une Odyssée et un roman picaresque, parce qu'il y a quand même l'échec au principe de son fonctionnement. C'est-à-dire que la progression du mode dans les 5 temps, elle se fait en fonction des crises qu'il rencontre. À chaque fois qu'il y a une progression herméneutique. En gros, le mode progresse par accroissement progressif de consistance, et à chaque fois qu'il gagne de la consistance, son herméneutique du monde se transforme. Il se donne une nouvelle vision des coordonnées stratégiques qui sont les siennes, etc. Mais à chaque fois qu'il progresse, il se rend compte que ces coordonnées sont obsolètes. C'est ça le drame de la vie de Modus. Donc au cours des 5 temps, il ne cesse de refondre entièrement ses moyens de persévérance, sa disposition stratégique en fonction de ce qu'il comprend au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que c'est raconté. Ce qui fait que c'est à la fois une odyssée, dans la mesure où ça progresse, il y a des aventures, à chaque fois il a des choses à déjouer, etc. Et en même temps, j'ai comparé ça avec un roman picaresque, je ne sais pas s'il y a des littéraires dans cette salle, mais un roman picaresque, c'est un style de roman dans lequel le héros ne cesse de se heurter à la violence du monde social et retombe dans le cul de fosse. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un roman critique du roman de qui est l'antithèse du roman de formation. Donc dans le texte, il y a vraiment ces deux matrices formelles qui permettent de ne pas considérer justement qu'il y a là un progrès au fur et à mesure de stades. Puisque bien entendu, ce que nous avions à cœur de faire, c'était l'inverse de ce qu'a fait Freud. Il est hors de question de dire qu'il faut parcourir les 5 temps pour être un humain accompli. Il est hors de question de dire qu'il faut parcourir les 5 temps comme un névrosé pour être un humain accompli. Nous, ce qui nous intéresse, en spinoziste, c'est de déplier non normativement, de manière complètement positive, c'est-à-dire au sens de c'est comme ça que ça s'est passé, les différentes étapes qui conduisent Modus, dans les différents cas, à stratégiser de telle ou telle manière.
Donc, nous avons fait ce livre. Tu nous demandais à un moment de légitimer l'entreprise générale. Je pense que la grande nécessité, bon, au-delà du fait qu'on a un deuxième tome en fait qui arrive et que c'était pour ça qu'on a fait tout ça, mais la grande nécessité, c'est que on ne supporte pas la pathologisation qui accompagne le discours psychanalytique, qui donne raison à Foucault, mais qui, d'une certaine manière, détruit ce que la psychanalyse a de merveilleux. Parce que nous considérons, et nous avons pu en faire l'expérience depuis que nous travaillons tout ça, que ce sont des outils qui ont un pouvoir heuristique à nul autre pareil, et qu'à les laisser entre les mains de ceux qui n'en font qu'un usage de pouvoir pour pouvoir diminuer les autres, les rabaisser, être dans la catégorie du normal tandis qu'ils les placent dans le pathologique, on perd tout ça. Et donc notre objectif, c'était celui-ci, c'était d'aller rechercher ces outils, mais de les réinscrire dans une toute autre compréhension de ce à quoi ils servent. Et c'est pour ça aussi qu'on en est passé par la genèse. Quand tu fais une genèse, immédiatement, au lieu d'avoir la boîte noire où tu te vois les résultats à la fin avec des individus qui te disent ça c'est un résultat normal, ça c'est un résultat pathologique, quand on décompose la genèse, on comprend les nécessités des prises de position respectives, de la paranoïa, de la schizophrénie, de la névrose, de l'autisme, et tout ceci devenant explicable, comme dirait Spinoza, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. La compréhension immédiatement neutralise le caractère défectologique de la psychanalyse et de la psychiatrie, qui était la chose que nous voulions combattre. C'est un peu ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure avec l'automate de Clérambault. C'est une manière de ramener tout le monde dans le même plan et de regarder comment chacun a stratégisé en fonction de ses moyens, de ce qu'il a rencontré, etc. Donc voilà, ça c'était pour répondre sur l'Odyssée. Moi sur Sartre, je peux dire un mot. Vas-y. Moi, je n'ai pas lu L'idiot de la famille. En revanche, j'ai beaucoup lu Sartre et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les faisait penser à deux choses, l'enfance d'un chef. Mais ça, moi, j'adore cette nouvelle, qui est une nouvelle extraordinaire où précisément la question c'est comment devient-on fasciste, et la réponse de Sartre ressemble beaucoup à la nôtre, c'est-à-dire on devient fasciste parce qu'on recherche le marquage initial de consistance qui a été celui qui nous a décisivement imprimé au départ. Je ne raconte pas l'histoire de l'enfance d'un chef, mais vous verrez que c'est très parlant avec aujourd'hui. Et donc le personnage principal de cette nouvelle va rechercher dans son époque qui sont les années 30, on va rechercher à quel endroit il peut retrouver la stéréogénie, comme nous disons, c'est-à-dire la consistance qui avait été celle que lui avait donnée son père en lui disant « tu seras un chef comme moi, mon fils, tu dirigeras une usine et les ouvriers t'obéiront ». Eh bien lui, il retrouve ça en insultant un juif et en devenant un fasciste. Et donc, c'est vraiment une genèse assez merveilleuse parce que c'est en fait, quand on connaît bien l'histoire, la manière dont Sartre a travaillé, il a travaillé à partir de la vie de Drieux-La Rochelle. Et on reconnaît toutes ces étapes, mais incroyablement stylisées, avec sa théorie à lui, qui par certains points rencontre nos idées, mais pas par tous. Mais il y a vraiment cette idée du regard de l'autre qui vous stéréogénise et que sans lui, on ne peut pas avoir de consistance satisfaisante. Ça, c'est le point commun avec lui. Et la chose qu'on m'a beaucoup dite de la part de philosophes sur la deuxième partie, c'est que ça leur faisait penser à, comment ça s'appelle, les mots, l'autobiographie de Sartre. Parce qu'effectivement, il y a cette histoire du regard qui fait consister, qui organise toute la vie du personnage dont j'ai oublié le nom, l'équivalent de Sartre dans l'autobiographie. Et c'est vrai qu'il y a cet effet de chute perpétuelle. On trouve une solution, on s'effondre et ça fonctionne exactement sur ce principe-là. Donc je pense qu'il y a des similitudes en fait, mais pas dans les endroits que tu indiquais. Moi, pour ce qui est de la thèse de Lacan, ce que je dirais, c'est que déjà, Lacan nous a pris un temps tellement considérable que franchement, j'estime qu'on a fait assez de la thèse en plus, tu vois, parce que comme il n'a cessé de changer de système, etc., nous, on s'est stabilisé sur les moments qui nous intéressaient, avec lesquels on pouvait discuter, construire des choses, et surtout, nous avions en vue de travailler le principal problème de la théorie lacanienne, qui est l'ordre symbolique entièrement articulé sur le patriarcat. Même s'il dit le contraire. C'était ça, nous, notre point de démontage essentiel. Après, il y a plein de choses qu'on a gardées, mais aller discuter sur la thèse où il n'y avait pas du tout encore tous ces éléments-là, tu vois, c'était secondaire, je crois, par rapport à ce qu'on avait à faire. J'enchaîne immédiatement sur Lacan et son rapport à Spinoza, parce que oui, on savait que la thèse était un hommage à Spinoza, et que cet hommage se formulait dans la proposition dont tu as rappelé l'énoncé. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à trouver que cet énoncé
livrait en quelque sorte le sens dernier de l'entreprise lacanienne. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu aurais pu le dire au passage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, nous comme on a déjà été un peu dur avec lui. Oui, c'est vrai. Comment dirais-je, on a quelques lignes sur Lacan et Spinoza autour de la question du réel, puisque effectivement on trouve, c'est tout à fait singulier, mais ça c'est vraiment tellement typique des chassés-croisés lacaniens, donc c'est à s'y perdre toujours, parce que Lacan a des phrases très très spinozistes. En effet, il dit comme Spinoza, le réel ne manque de rien. Alors il ne faut pas s'y tromper, hein. C'est le réel dans sa définition, tu sais, de la trilogie réel, symbolique, imaginaire, et comme tu sais, ces catégories-là sont homonymes de catégories semblables, symboliques mises à part chez Spinoza, mais qui n'ont absolument pas les mêmes significations. Donc tout ça est toujours très pommatoire. Donc en un sens, si tu veux, la pleine et entière positivité du réel, Lacan en donne parfaitement acte, et cependant il met une insistance telle sur la centralité du manque dans la condition humaine que, sans le faire formellement, il finit quasiment par l'ontologiser. Donc évidemment, ça donne lieu à la controverse immédiate avec Deleuze et Guattari, et d'une certaine manière à raison. S'il s'agit de légitimer notre entreprise, il y a une chose que je voudrais ajouter à celle que Sandra a dite, c'est que au départ, nous, il y avait l'idée quand même de poser une espèce de geste qui était de réinstaller les manières de penser de la psychanalyse dans le champ intellectuel, d'où elles ont disparu depuis des décennies. Le désapprentissage des intellectuels de la psychanalyse est quelque chose d'effarant. Nous, on le voit, enfin moi spécialement, hein, puisque c'est moi qui suis dans le champ des sciences sociales, ça a complètement été évacué. C'est plus des ressources intellectuelles telles que dans les années 50 à 70, elles faisaient évidemment partie de l'outillage de base de tout intellectuel et partant étaient immédiatement convocables, on les avait sous la main, quoi. Non, il n'y a plus rien de tout ça. On voit des travaux de sciences sociales sur des objets absolument passionnants, mais qui manquent des formes de l'intelligibilité psychanalytique à un point qui est vraiment tout à fait cruel et qui donne d'immenses regrets. Donc nous, c'était ça. Je veux dire, la psychanalyse a donné les verges pour se faire battre. Elle s'est rendue odieuse, elle s'y est méthodiquement prise, donc elle n'a pas volé ce qui lui est arrivé. Et en même temps, le bébé, l'eau du bain, tu connais la formule. Donc il se trouve que, bon, Sandra a parlé d'un tome 2 à venir, nous vivons une époque qui est quand même assez haute en couleurs, et sans avoir l'œil très exercé, si tu veux, on voit quand même, je veux dire, la pulsion est déchaînée, quoi, hein, et tous les mécanismes qui vont avec vont bon train. Donc c'était ça l'un des points, enfin, disons, l'intention inaugurale de ce travail. Je me permets de rajouter une petite chose sur la narration. Bon, là, c'est vraiment tout l'effet de la rencontre qui s'est passée entre Sandra et moi, puisqu'il va sans dire que si j'avais dû écrire ce livre seul, ce que je n'aurais pas fait parce que le coût d'entrée dans la psychanalyse aurait continué de me paraître exorbitant, et que j'y ai consenti parce que c'est Sandra qui m'y emmenait. Bon. Mais donc, c'est une expérience de pensée totalement contrefactuelle. Si j'avais écrit ce livre tout seul, il n'y aurait pas eu la partie 2, qui en effet est la moitié du livre à elle toute seule, et qui est centrale en tous les sens du terme. Donc là, il fallait effectivement, c'est ce qu'on dit dans l'introduction, que tu as eu la gentillesse de rappeler, hein. Il y a deux autres, on est deux, donc ça fait 3. Bon, mais et dans les deux, il y a 2 habitus quand même très différents, très, très complémentaires, mais dont l'un a permis qu'il y ait cette partie 2. Alors cette partie 2, il se trouve que c'était la rencontre tout à fait opportune entre donc une manière de penser et d'écrire formée dans l'univers de la littérature, et quand même la méthode spinoziste dans ce qu'elle a de plus fondamental, qui est la méthode génétique. Donc la méthode génétique, en effet, d'une certaine manière, ça raconte. Ce qui est drôle, je veux dire, ta référence à Matron est très éclairante pour moi.
On n'y avait même pas pensé, si tu veux. Alors qu'en effet, ça se pose un peu là. Mais d'une certaine manière, moi, Matron, il est, comment dirais-je, c'est tellement le bulldozer géométrique que je ne vois plus la narration. Alors qu'elle y est, hein, je suis d'accord avec toi, elle y est. Alors à ceci près que la narration chez Matron, elle manque d'une chose, qui est dans la narration de la psychogénèse de Modus. Il lui manque le personnage conceptuel. Il n'en a pas. Donc c'est une drôle de narration. Du reste, je peux le dire, n'est-ce pas, c'est un lieu de différent entre Sandra et moi sur la question du spinozisme et de la narration. Est-ce que le spinozisme est une narration ou pas? Bon, alors, on s'empaille un peu sur ce sujet, les débats sont encore en cours, on n'a pas de motion de synthèse, hein, mais en effet, voilà. Alors, le personnage conceptuel, quand même, il ajoute quelque chose de considérable, ne serait-ce que par les mécanismes d'identification qu'il fait jouer immédiatement. Donc, comme bon, c'est toi qui as dit ça dans une de nos interventions récentes, Modus est un personnage en caoutchouc. C'est à la fois c'est tout le monde et c'est personne. Donc on peut s'y reconnaître et puis dire en même temps mais non, moi c'est pas comme ça, etc. Bon, évidemment que c'est pas comme ça. Modus c'est pas l'agent unique, tu vois. Mais les pérégrinations en effet du personnage conceptuel, ça permettait de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans. Oui, on a vraiment l'impression de voir un ralenti. Oui, c'est ça. Oui. De voir un ralenti du développement d'une chose singulière. Enfin, pas de n'importe quelle chose singulière, d'une chose singulière qui naît. Oui, voilà, oui. Évidemment. Oui, absolument. Oui. Ce fait essentiel. Oui. J'aurais beaucoup de choses encore à dire, mais c'est plus mon tour. Donc, allez-y, prenez la parole. Je suis sûr que vous aurez des questions. Monsieur, c'est bien. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Parlez bien fort, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question plus de sociologue sur l'aspect empirique. J'ai entendu beaucoup de personnes revenir sur ce manque de l'œuvre, d'être allé beaucoup tester empiriquement en fait, tout ce modèle. Et du coup, moi, je me demande plus largement, aussi, je sais que vous menez aussi des travaux sur accorder Spinoza à Bourdieu. Est-ce qu'il y a une possibilité et une volonté de tester empiriquement ces propositions et ensuite, est-ce que vous avez, par-delà l'application politique en fait, de compréhension du monde que ça nous propose, est-ce qu'il y a une pratique psychanalytique qui est une des ambitions de votre modèle et du coup, est-ce que vous n'avez pas peur aussi des conséquences de réappropriation de ce discours pour réindividualiser d'une certaine manière, encore une fois, des problèmes qui vont être politisés. Oui, d'accord. Je te laisse répondre à la deuxième partie de la question. Moi, je voudrais aussi dire un mot sur la première. Ah bah alors, fais. En réalité, votre question, c'est amusant parce que c'est un reproche, enfin le reproche dont vous vous faites l'écho, c'est un reproche qui a été fait à Deleuze et Guattari par Gail Rubin, vous voyez ? Non, c'est une théoricienne du genre américaine, marxiste, que nous aimons beaucoup, qui est partout dans le bouquin, dont nous connaissons donc bien les critiques, et qui dit « les Français, ils sont insupportables », elle parle de donc, Lacan, Deleuze, Guattari et tout ça. Ils font toujours, surtout Deleuze, ils font toujours des grandes théories, mais à partir de fiction, d'œuvres artistiques, etc. Elle pense notamment au Sacher-Masoch de Deleuze. Et elle oppose une méthode précisément tout à fait empirique, où elle analyse les pratiques sexuelles des individus, la manière dont elle est vraiment les hiérarchise comme une sociologue, et elle réfléchit, elle a un appareil théorique très conséquent. Moi j'aime énormément son travail, à partir de tout ça. Donc nous connaissions ce reproche et nous avons tout de même fonctionné comme vous dites, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une production conceptuelle, en effet, qui s'appuie beaucoup plus sur des textes, des œuvres au sens large, que sur de l'empirique. Il nous a semblé que ça n'était pas forcément un problème. Nous le savons, nous n'avons pas du tout prétendu faire autre chose. Et cependant, dans toutes ces œuvres, quelque chose se dit des formations psychiques des humains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on parle de quelque chose qui existe aussi, mais d'une autre manière. Et en revanche, il est tout à fait certain qu'on ne prétend pas avoir la possibilité de dire telle pratique se joue plutôt à cet endroit-ci, telle pratique à cet endroit-là. Et sur le patriarcat, c'est d'ailleurs dit explicitement. Nous passons d'un modèle de géométrie générale à un modèle de géométrie appliquée qui est tout relatif.
C'est-à-dire, on en dégage simplement les 3 caractéristiques fondamentales pour voir qu'est-ce que ça produit comme réaction chez le mode, chez Modus, lorsqu'il rencontre ces 3 caractéristiques fondamentales. Mais on ne peut pas entrer dans le détail et ça n'est pas notre objet. En quelque sorte, nous pensons, c'est en tout cas le pari du livre, que produire cette épure qui n'en est pas tellement une finalement, puisque toute la partie 2, elle oblige, je suis bien placée pour le savoir, puisque c'est moi qui ai dû la faire, elle oblige à imaginariser énormément malgré tout. Toute la proposition, c'est de dire, dans le minimum d'imaginarisation, en dégageant une géométrie, on pourra tout de même se débarrasser d'un certain nombre de problèmes de la psychanalyse et faire saillir des mécanismes psychiques fondamentaux. C'est plus ça, en fait, la proposition. Ce qui nous intéresse, en effet, c'est de savoir comment les rapports sociaux entrent dans la construction psychique. Mais en l'occurrence, si vous voulez, d'ailleurs, je pense qu'on n'aurait même pas pu le faire. S'il avait fallu qu'on entre dans l'infini détail du réel empirique, en plus de tout ça, déjà, ça fait 600 pages, hein, quand même. Mais c'est vrai, c'est des choses, lorsqu'on nous adresse les reproches, on ne considère jamais que nous, on était forcés à un moment de faire des choix. Et ça, c'est un choix qu'on a fait délibérément. Alors ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième, alors on ne prétend pas du tout avoir une proposition pour les praticiens, les cliniciens, etc. Moi, j'en ai énormément autour de moi. J'ai fait des études de psycho, donc je me fais une idée très précise de ce que c'est qu'être clinicien. Nous ne le sommes absolument pas, donc nous n'avons aucune prétention sur ce terrain. Non, ce que nous voulions faire, précisément parce que nous ne sommes pas du champ analytique, je pense que nous avons 2 avantages qui viennent de notre désavantage comparatif, de ne pas être clinicien. Le premier, c'est que nous ne sommes pas engagés dans les valorisations du champ interne à la psychanalyse, qui rendent, je suis obligée de le dire parce que je vois mes collègues autour de moi, cliniciens, qui rendent les gens très captifs de la doxa lacanienne, très captifs. Donc à un moment, c'est très difficile de critiquer quand la hiérarchie des grandeurs dans un... Ça, c'est un truc de sociologue. La hiérarchie des grandeurs dans un champ vous astreint un certain nombre je ne sais pas comment dire, mais de reconnaissances qui ne sont pas forcément celles que vous auriez envie de faire dans le texte, et vous ne pouvez pas avoir les coups des franches. Nous, on les avait. Ça nous est complètement égal. Donc déjà, ça, c'est un intérêt. Et le second intérêt, c'est que c'est autre chose que je sais de première main, parce que j'ai des cliniciens autour de moi partout, c'est qu'en réalité, ils bricolent leur système à mesure de leur clinique, en allant chercher des trucs ici ou là, etc. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. C'est déjà extrêmement compliqué, notamment quand on est dans des institutions, de tenir le choc de la néomanagérialisation, etc. Donc, ce n'est pas du tout un reproche que je suis en train de faire. Mais pareil, nous, on s'est dit, nous, on est à l'extérieur, on peut essayer d'amener une autre perception, une autre utilisation de tous ces outils en les mettant en rapport avec la question de l'ordre social, qui est l'énorme impensé des psychanalystes. Mais vous voyez, pas forcément en amenant des statistiques, du terrain, des analyses empiriques, mais en amenant simplement une proposition conceptuelle qui permette de comprendre la mise en lien de ces 2 choses pour les cliniciens. Parce qu'ils ne pensent jamais ces choses-là. Ou alors ils les pensent par défaut, tels que Lacan et Freud ont ficelé la chose. C'est-à-dire, ils les pensent dans des coordonnées occidentales, patriarcales. Alors, je dois quand même dire que, on le dit d'ailleurs au tout début du livre, il y a un renouveau maintenant dans le champ psychanalytique qui consiste précisément à s'interroger sur la psyché en tant qu'elle est faite de rapports sociaux. Je pense par exemple à tous ces livres qui travaillent sur la question de la race dans la psychanalyse, grande nouveauté, ça n'existait pas jusque-là, ou qui vont chercher des pratiques psychanalytiques dans d'autres sociétés que des sociétés occidentales. Donc ça, c'est tout un renouveau, pareil sur le genre évidemment, qui témoigne de cette volonté d'aller dans cette direction. Donc en fait, on les rejoint. Mais vous voyez, à notre façon, on fait ce que Mazurel fait avec l'histoire ou ce que Lahire fait avec la sociologie. Simplement, nous, on n'est pas sociologue. Frédéric, il est philosophe, moi, je fais de la littérature. Donc, on est allé dans une autre direction. Et je pense que les choses s'agrandissent les unes les autres, quoi. C'est une division du travail. J'ajoute juste une petite chose sur la question de l'empirique, parce que c'est une question qui peut s'entendre de plusieurs manières différentes. L'empirique, ça peut être génériquement le lieu du terrain. Bon, là, Sandra en a parlé en faisant référence à Gaël Rubin, etc. Moi, j'avais l'impression que dans votre question, il y avait quelque chose de plus, et il y a un mot qui m'a donné ce sentiment, c'est le mot « tester ». Alors, tester, si vous voulez, c'est vraiment une modalité particulière de la confirmation empirique, et moi, je redoute qu'elle ne nous entraîne sur le terrain plus ou moins popérien d'une épistémologie de la preuve.
Et alors, là, nous pensons que la psychanalyse n'est absolument pas justiciable d'une épistémologie de cette nature. Sa pratique empirique, finalement, à la psychanalyse, ça s'appelle la clinique. Bon. Mais à partir de la clinique, comment dirais-je, on teste, on ne livre pas des confirmations empiriques au sens du test popperien. Ce qu'on fournit, c'est des preuves de pertinence herméneutique, finalement. C'est ça le registre épistémologique propre de la psychanalyse, c'est la pertinence herméneutique, et non pas la preuve empirique au sens du test. Quant à une autre partie de votre question sur la préoccupation que vous formuliez d'une évolution qui conduirait, avez-vous dit, à réindividualiser. Alors, c'est un reproche qu'on entend assez souvent, pas tant qu'il nous soit adressé à nous, mais qui flotte en l'air, et en particulier en matière d'analyse politique. On dit qu'il ne faut pas psychologiser. Psychologiser, c'est dépolitiser. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, n'est-ce pas, dans votre question. Mais si vous voulez, c'est psychologiser au sens de la mauvaise psychologie, d'abord, qui est ce qu'on appellerait un peu d'une manière polémique la psychologie psychologiste, vous voyez. La psychologie psychologiste, parce qu'après tout, on pourrait dire Spinoza, il fait une psychologie, hein, d'une certaine manière. La théorie des passions, c'est une psychologie. Mais ce n'est pas de la mauvaise psychologie. La psychologie psychologiste, c'est celle qui considère les états d'âme comme des causes, d'abord, plutôt que comme des effets, et qui, la plupart du temps, est parfaitement ignorante des structures sociales. Donc évidemment, nous, ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire, puisque, mais là, Sandra l'a déjà dit, tout notre propos, si vous voulez, c'est de montrer comment une psyché se configure par plongement dans une structure sociale équipée de ses rapports, de son ordre symbolique, etc. Donc la psychogénèse en elle-même ne se conçoit pas indépendamment de ce plongement dans les structures sociales. Je le dis en passant, c'est l'une des choses qui détermine la méthode de la genèse immanente qui est déployée dans la vie de Modus, parce que, si vous voulez, la position structuraliste qui est typiquement celle de Lacan, mais qui était la même que celle de Lévi-Strauss ou d'Althusser, relève de ce que nous, on appelle un pentecôtisme. C'est un structuralisme pentecôtiste. Pourquoi? Parce que la question de savoir comment les rapports sociaux viennent aux individus est supposée toujours déjà résolue. Lacan dit l'individu humain arrive au monde dans un bain de langage. Alors, non, pas tout à fait. Enfin, oui, bien sûr, il entend du langage, mais sa vraie entrée dans le langage, elle se fera plus tard. Donc, nous, l'une des questions très importantes que nous nous posons dans ce livre, c'est celle-là. C'est de savoir comment les individus entrent dans les rapports sociaux, comment les rapports sociaux viennent aux individus. Et pour ça, il faut la méthode génétique immanente, parce que tout ça se fait par rencontre et localement. Si vous voulez, la méthode alternative, c'est celle de « ça tombe du ciel ». C'est ça que nous appelons la Pentecôte. Vous voyez, c'est comme l'Esprit Saint, les rapports sociaux. Bon. Donc, la préoccupation des rapports sociaux, elle est constante chez nous. Et d'une certaine manière, nous pourrions dire que, finalement, notre position de fond, c'est de considérer que la véritable intelligibilité des faits individuels et sociaux vient toujours dans l'articulation de deux plans qui sont presque jamais envisagés, qui sont respectivement le plan des structures psychiques et le plan des structures sociales. C'est à l'intersection de ces deux plans que ça se passe. Et tout ce qui se passe dans le plan intermédiaire, où la plupart du temps, les gens séjournent. Le plan intermédiaire, c'est celui de la conscience et de l'intentionnalité. Tout ce qu'on saisit dans ce plan intermédiaire, c'est idiot, c'est nul. Je veux dire, ça ne donne aucune intelligence des choses. C'est celui-là, le plan de la psychologie psychologiste, si vous voulez. C'est le plan de la conscience et de l'intentionnalité. Or, c'est par le plan du dessus et le plan du dessous, et dans leur jeu combiné, que ça se passe. Voilà. Alors, c'est tellement passionnant que l'heure passe. Et donc, je dois jouer un peu mon rôle aussi de modérateur par rapport à ce niveau-là. Donc, s'il y a encore une ou deux questions, mais courtes, avec des réponses éventuellement courtes, oui, parce qu'on n'est pas... on les prend encore. Est-ce que j'ai une question, une intervention, une proposition, une interrogation? Bon. Monsieur, dites qui vous êtes. Moi, c'est par rapport à Deleuze, quand vous dites dans les deux évoquez, il y aurait trop d'utilisation du schizophrène. Oui. Est-ce que c'est. Enfin, pour moi, ils s'en sont départis un peu. Ah oui, oui. Est-ce que vous arrivez à. Je vois, c'est un truc qui suit aussi, le truc de leur
comme la critique avait été faite sur les mouvements qui ouvrent sans institution, choses comme ça, Oui. dire qu'il y a le moment du défaire, mais il faudra bien penser au moment du refaire. Et donc je vois un peu ça glisser et continuer encore, mais ils en avaient. Bon, enfin, il y a déjà le duo territorialisation, déterritorialisation Oui. et re-territorialisation qui, au moins d'une arme, ça va être une contre-critique un peu ça. C'est exact. Là, le lieu de notre différend avec Deleuze et Guattari, c'est bien l'anti-Oedipe, en effet. Bon, nous savons que la réception de l'anti-Oedipe a été houleuse, ce qui est en général la marque des grands livres, et que les psychanalystes étaient dans tous leurs états, mais ça devrait émouvoir personne. Et il y a les psychiatres qui disaient mais écoutez, franchement, vous êtes irresponsables, venez voir à l'hôpital ce que c'est que des vrais schizophrènes et dans quel état ils sont. À quoi Deleuze et Guattari répondaient très gentiment, mais vous êtes bien aimables, mais il y en a un des deux qui est psychiatre, les schizophrènes, il sait ce que c'est. Et puis nous, du reste, nous, ce à quoi on veut s'en prendre, c'est à l'institution psychiatrique et à l'institution asilaire, et regardez dans quel état ça les transforme, les schizophrènes. Et à cet égard, ils avaient un point absolument indiscutable pour nous. Néanmoins, quand même, il y a cette tendance dans l'anti-Oedipe qui est très forte, et du reste, dont Deleuze, pour Guattari, je sais moins, mais dont Deleuze s'expliquera ultérieurement. Enfin, si Deleuze, Guattari, je sais aussi, puisque dans 1000 plateaux, si vous me passez l'expression, les deux sortent un peu les aérofreins. Il y a un chapitre, il y a un des plateaux sur le corps sans organes qui fait assaut de modérateurs, de précautions, etc. Donc, il faut désorganiser, mais pas trop. Il faut quand même conserver un peu de signifiant et d'interprétation, ça aide, des choses comme ça. Ce qui témoigne d'une conscience prise par le fait que pour tordre le bâton, ils avaient envoyé, ils avaient envoyé leur thèse un petit peu trop loin, quoi. Et donc effectivement notre point de controverse, il est surtout dans l'anti-Oedipe. Oui, et d'ailleurs, parce qu'on parlait du personnage conceptuel Modus, mais eux, ils ont le leur qui est le schizo, puisque c'est pas le schizophrène, le schizo, c'est un personnage conceptuel. Et tu vois, c'est aussi ça, c'est que c'est une réponse, personnage contre personnage. Vous, votre théorie, c'est une confusion entre le fait de consister et donc d'avoir intériorisé le cadre transcendantal de ton ordre social, parce que c'est comme ça qu'on consiste quand on est un humain, donc sans considérer le remaniement possible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et nous, on considère que de toute façon, il y a toujours structuration, mais qu'elle se jouera différemment en fonction des données réelles, des rencontres faites. Donc tu vois, c'était vraiment jouer Spinoza contre Spinoza avec des personnages conceptuels, et aussi un peu, alors là je vais encore parler à cause de ce que je vois moi dans les milieux psychanalytiques, si tu veux, des psys qui lisent 1000 plateaux, il n'y en a pas. En revanche, des psys qui lisent l'anti-Oedipe, il y en a encore pas mal, et qui du coup le lisent tout seul. Tu vois, donc il vaut comme ça. Donc c'est pour ça aussi que ça valait la peine de le discuter comme tel, même si on a mis des notes, etc. dans la partie où on les discute, en indiquant les précautions dont tu viens de parler, qui prennent ensuite dans 1000 plateaux, mais parce que tout de même ça dit quelque chose qui n'est pas aperçu quand les psychanalystes essayent de s'en emparer, parce qu'ils ont l'impression de s'arracher à certaines des scléroses de l'appareil psychanalytique. Tu vois, c'est aussi une manière de reclarifier un peu les problèmes qui se posent, quoi. Voilà. Il y a un autre point, mais moi je préférais que ce soit toi qui le dise, parce que je sais qu'il était spécialement cher, c'est l'héroïsation du schizo. Oui, mais ça c'est Lapoujade qui dit qu'ils ont des héros, que Deleuze a des héros. D'abord c'était le pervers, ensuite ça a été le schizo, le pervers dans sa chair masoque. Et en fait, nous, en gros, cette idée d'héroïsation, on la trouve complètement stupide. D'abord parce qu'il y a une sorte de superposition entre une structure psychique et une position politique. Au secours, enfin, je veux dire, personne ne décide de sa structuration psychique. Moi, ça, c'est un truc qui m'est particulièrement pénible. Donc, vouloir sortir de la défectologie qui met les schizophrènes hors de l'humanité, ça c'est super. Mais si c'est pour nous dire que les schizos, en fait, ce sont des héros parce qu'ils n'ont pas intériorisé les codes collectifs et rejeter tout le monde, mais alors tout le monde, hein, les paranoïaques aussi. Je veux dire, il faut juste être schizo, quoi. C'est vraiment un truc très particulier. Nous, ça nous exaspère. Et on a essayé de sortir de l'héroïsation en proposant simplement pour héros le mode. Mais tous les modes dans leur stratégisation. Tu vois, donc c'est vraiment c'est changer complètement les paradigmes selon lesquels on considère les choses. Et c'est considérer donc, par conséquent, que tu te disposes de manière autiste parce que tu n'as pas eu le choix, que c'était comme ça que tu survis. Tu te disposes de manière névrosée parce que tu as eu des situations convenantes qui t'ont permis d'entrer dans cette logique-là.
Et ça permet aussi de penser après le rôle des institutions, le rôle de l'analyse, le rôle des psychiatres aussi, s'ils se mettent dans une disposition psychiatrique intéressante et pas carcérale, c'est-à-dire essayer de reprendre les marquages en fonction de là où on identifie qu'il y a eu une structuration plus forte parce qu'il y avait une défense nécessaire à tel endroit ou une carence de quelque chose. Tu vois, c'est un peu dans la continuité de ce que disait Bettelheim sur l'autisme. Puisque lui, il réfléchissait beaucoup en termes d'environnement producteur lui, il parlait des camps de concentration, donc des environnements producteurs de régression psychotique, disait-il. Et donc, à contrario, si tu produis des institutions, comme l'ont fait d'ailleurs Guattari et ses camarades à la Borde, machin, tu produis la possibilité du remaniement, y compris dans la psychose. Donc, tu vois, c'est une manière d'arrêter de faire des antinomies absurdes partout. Il y a aussi des institutions qu'on peut penser pour pouvoir organiser la vie psychique des individus dans le corps collectif de manière moins violente que ce qui se passe en ce moment, où on les attache, on les enferme, etc. Tu vois, c'est aussi, parce que jouer l'héroïsation, ça règle aucun de ces problèmes-là. C'est un truc romantique, en fait. Mais voilà, mais nous, en revanche, ce qu'on tenait à faire, c'est à quand même garder toute la logique spinoziste qui branche tout ça sur la productivité infinie et qui tient compte de tout ce qu'ils ont fait remarquer, qui nous semble très juste, mais en sortant de cette proposition qui nous semble une impasse, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a un aristocratisme du schizo héroïsé qui donne lieu d'ailleurs à des propos tout à fait incroyables. Et il y a un recueil de textes qui a été édité récemment, je ne me souviens plus du titre, par David Lapoujade, dans lequel il y a un entretien que Deleuze et Guattari donnent en 1973 à Raymond Bellour. C'est un entretien qui n'avait jamais été publié. Et dans lequel, alors évidemment, le langage est fleuri parce que c'est l'époque qui veut ça, hein, mais tout de même, Deleuze, puisque là c'est lui qui répond, on sait quand c'est Deleuze qui répond, quand c'est Guattari, etc. Deleuze évoque, j'aurais dû amener la copie là parce que c'est tellement frappant, il évoque ceux qui voudraient continuer leur cure analytique et qui n'entrent pas dans la proposition de la schizoanalyse, et Deleuze répond, mais ceux qui veulent faire ça, on ne les décourage pas, allez-y les petits veaux, retournez chez votre analyste. Donc les petits veaux, c'est fou parce que d'ailleurs, moi ça m'a surpris, on va mettre ça sur le compte de l'époque parce qu'on ne voyait pas ça dans la bouche de Deleuze, mais il y a effectivement une sorte de léger mépris quoi, pour ceux qui n'atteignent pas les hauteurs stratosphériques du personnage schizo. Et en effet, nous on ne voulait pas, je veux dire, à partir du moment où notre intention c'était de dépathologiser, c'est-à-dire d'en finir avec les hiérarchies dans lesquelles on ordonnerait les différents destins psychiques des individus humains, alors il fallait tous les rapatrier dans le même plan. Et dans le même plan, ce que nous disons, c'est qu'ils sont tous des stratèges. Et que tous, ils se sont configurés, le plus souvent de guingois, parfois de manière tragique, mais ils ont tous fait au mieux de ce qu'étaient leurs moyens. Ce qui est vraiment une thèse spinoziste par excellence. Et en fonction des rencontres qu'ils ont faites et du degré de convenance, disconvenance qu'ils ont expérimenté. Et c'est tout. Bien, je pense que, sauf s'il y a vraiment une question qui ne peut pas être retenue ou différée, et on va en rester là. J'apprécie particulièrement que tu aies qualifié Deleuze d'aristocrate, parce que c'est une chose que je crois profondément vraie, avec son culte de la création, et les hommes donc des créateurs, par opposition aux bas interprètes, aux hommes de l'université, qui sont clairement en dessous, pour lesquels il avait effectivement un certain mépris. Mais tu sais que c'est Badiou qui a parlé de l'aristocratisme de Deleuze, qui est quand même de la part de Badiou. Oui. Merci beaucoup.